Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue au Ground Control et merci d'être présents ce soir pour cette veillée spéciale explorateur scientifique, aventurier. C'est une déclinaison de la veillée. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce spectacle dans la salle. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de la veillée? Donc la veillée, c'est un spectacle que j'ai lancé en 2015 avec mon camarade Damien Maric et qui se déroule d'habitude au théâtre Tristan Bernard. Et le principe, c'est de faire venir sur scène des gens qui viennent partager des expériences ou des vécus hors du commun, étonnants, émouvants. Et on a eu parfois des aventuriers, mais là, ce soir, vous n'aurez que ça, que des explorateurs, que des gens qui vont venir parler de science, dans le cadre du festival Double Science, bien évidemment. Et je suis ravi qu'on m'ait proposé d'animer cette déclinaison, cette version scientifique de la veillée. Et on va commencer avec un invité qui est déjà venu à la veillée il y a quelques années de ça. Vous avez peut-être d'ailleurs vu son histoire, parce qu'il y a une chaîne YouTube de la veillée sur laquelle il y a toutes les captations. Et cet intervenant est un explorateur, un conférencier. Ça fait plusieurs années déjà qu'il va de par le monde donc, pour repérer le terrain, pour des expéditions scientifiques. Et avec le temps, il s'est sensibilisé un petit peu à la cause environnementale en voyant à quel point les espaces naturels qu'il pouvait explorer étaient dégradés. Donc il va venir nous parler de tout ça. Merci de l'applaudir bien fort. C'est Philippe. Merci. Bonsoir à tous. Alors en effet, moi, depuis quelques années, je réussis à faire des expéditions mon métier. Si je dis réussir, c'est parce que c'est pas évident, hein, c'est pas vraiment un métier en soi, c'est un peu une case à part. Donc on essaie de trouver des possibilités de continuer dans ce milieu-là en ayant peut-être des finalités un petit peu différentes. Et je vais vous expliquer un petit peu le parcours qui m'a amené à la finalité d'aujourd'hui de faire des expéditions plus environnementales et aussi sociales en fait. Tout a commencé alors s'il y a vraiment eu un début, parce que c'est toujours dur de dire que voilà, c'était à ce moment-là que ça a commencé, mais en 2004, j'ai fait une expédition scientifique en Guyane. C'était avec la réserve naturelle et le WWF. J'étais juste volontaire. J'ai eu une chance absolument inouïe de tomber là-dessus, parce que moi, comme la plupart des gens, je pensais que les expéditions scientifiques, c'était vraiment réservé à une élite de scientifiques, comme on voyait dans les documentaires. En fait, pas du tout. Quand j'ai vraiment vécu de l'intérieur une expédition scientifique, c'est pas du tout ce qu'on voit dans les documentaires. En même temps, c'est normal, un documentaire, c'est 52 minutes ou 90 minutes. On ne peut pas se permettre de voir tout l'envers du décor et toutes les personnes qui participent à l'expédition et comment ça se déroule de A à Z. Et petit à petit, moi, j'ai découvert un petit peu comme ça, notamment dès ma première expérience en Guyane, où en fait, je me suis rendu compte à quel point ce milieu élitiste ne l'était pas du tout. Parce qu'il y avait beau avoir des directeurs de recherche, alors c'était même pas des étudiants ou des jeunes chercheurs, c'était vraiment des directeurs de recherche qui faisaient des cours à l'université, qui étaient là avec moi, qui étaient dans la boue, dans le sable, pourri, transpirant, et tous les soirs, en fait, tout le monde se réunissait, tous de la même saleté, autour d'une table, enfin c'était plus autour d'un feu de camp, pour discuter de la journée. Et en fait, il y avait plus de différences sociales, générationnelles, d'origine aussi, puisqu'on était avec des Amérindiens dans ces expéditions-là. Et autour d'une bouteille de rhum, les langues se déliaient. Et puis il y avait une certaine émulation et tout le monde se sentait un petit peu libéré en fait, du poids de notre situation sociale et puis de notre milieu. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est génial, c'est des gens comme tout le monde et tout le monde a les mêmes faiblesses, les mêmes forces, voire certaines fois ça se complète. Quelqu'un qui n'est pas scientifique peut aider quelqu'un. Et ça m'a vraiment plu, en fait. Ça m'a vraiment marqué cette première expérience. Et grâce à ça, je me suis un petit peu plus engagé dans cette recherche de métier, en fait, d'activités un peu plus régulières. Et petit à petit, j'ai pu travailler dans certaines structures comme l'État ou comme des ONG. Et j'ai eu la chance d'observer un petit peu plus ce qu'est une expédition scientifique, comme je vous disais, in situ, avec l'envers du décor et ce qu'on ne voit pas forcément dans les documentaires. Donc les petites anecdotes croustillantes qui montrent à quel point ces expéditions-là peuvent être super intéressantes, très riches et aussi rigolotes. Mais en tout cas, elles apportent, elles nourrissent quelque chose de plus grand que le simple objectif scientifique de l'expédition. Par exemple, je suis parti dans le massif du Macaï à Madagascar, un massif très reculé, avec une ONG dans laquelle je travaillais, où j'organisais aussi cette expédition. Et on était très nombreux, on était
au plus fort de l'expédition, on était une centaine sur place. C'était une grosse logistique à gérer, plein de 4x4, des 50 de bases différents, je crois. Enfin, c'était vraiment une trentaine de scientifiques. C'était passionnant, mais c'était très lourd à gérer. Et je dis ça parce que quand on voit le film, évidemment, on ne peut pas tout voir, en fait, tout ça. On voit juste quelques personnages. Et ce qui était intéressant, c'est que dans cette expédition-là, on avait mis l'accent sur le partage de connaissances et de compétences, surtout. On avait des chercheurs spécialistes français, par exemple, ou internationaux, et des chercheurs spécialistes locaux. Et on avait des méthodes de travail complètement différentes. On avait, par exemple, un spécialiste en entomologie qui étudiait les fourmis en France, qui était en binôme avec son équivalent malgache. Et c'était super intéressant parce qu'on voyait un petit peu à quel point le français apportait au malgache toute sa rigueur méthodologique pour avoir des résultats bien précis, avoir aussi l'outil informatique qui allait bien pour vraiment trier les données, puis les ranger correctement et avoir plus d'efficacité dans le travail. Et le malgache, lui, apportait sa connaissance du terrain, qui était finalement des fois plus importante que la rigueur méthodologique, ou des fois c'est arrivé même plusieurs fois à ce chercheur-là, mais aussi à d'autres, pour aller voir l'objectif de sa recherche, donc je ne sais pas, une fourmilière, se prendre dans un buisson à Madagascar qui sont remplis de poils à gratter. Alors les poils à gratter, c'est pas ceux qu'on utilisait nous à l'école, les graines de platane où on s'amusait un petit peu à se gratter avec. Là-bas, c'est une véritable arme de destruction. Il faut se brûler la peau en fait au feu pour enlever le prurit. Il faut même brûler ses vêtements. C'est démentiel. Et plusieurs fois, les chercheurs français se sont retrouvés piégés bêtement à quatre pattes dans les fourrés avec du poil à gratter, à hurler à la mort, alors que le chercheur malgache contournait sagement le buisson. donc on avait des expériences comme ça. On avait aussi des scientifiques, des ornithologues qui ont le vertige, par exemple, tout simplement. Et ça, on a beau être l'expert en rapaces sur la planète, si on a le vertige, on ne peut pas aller vérifier des nids. Et du coup, on arrivait à compléter avec, par exemple, le regard d'une dessinatrice qui montait dans l'arbre pour justement capter le panorama, illustrer tout ça sur un papier. Et en plus, du coup, c'était les yeux de l'ornithologue qui pouvaient voir où étaient les rapaces, quelles étaient les espèces recherchées. Et on avait justement cette association-là de compétences. J'ai eu aussi un cas qui était vachement intéressant au Groenland, donc aux confins du cercle polaire arctique, dans un endroit très reculé où on étudiait la dynamique des glaciers. Et on étudiait notamment comment les glaciers s'écoulent grâce à leurs eaux d'écoulement, l'eau courante, c'est-à-dire l'eau qui fond à la surface et qui rentre dans les glaciers, qui favorise un petit peu, qui agit un peu comme un lubrifiant. Et pour la petite histoire, en fait, pour le petit détail, c'est que ces glaciers ne sont pas immaculés blancs. Ils sont toujours un petit peu gris suivant les parties de la surface. Et quand on regarde un petit peu de plus près, je me dis il faut que je tousse à côté en fait. On voit qu'en fait il y a plein de petites poussières noires, poussières sombres en fait, qui sont simplement érodées par le vent depuis les montagnes. Et ces poussières, elles volent dans le vent et puis elles tombent, elles se posent sur le glacier. Et comme vous le savez, quand la matière est noire, elle capte plus les rayons du soleil et ça fait fondre un petit peu la glace, l'effet d'albédo. Et donc souvent sous ces poussières-là, on avait une micro-goutte en fait, la glace qui fondait, et donc on avait un petit peu d'eau liquide. Ce qui permettait aux autres poussières de montagne, quand elles roulaient sur le glacier, de s'accrocher là où l'eau était liquide. Et donc on avait ces petites cuvettes qui s'agrandissaient de plus en plus, avec des tas de poussière dedans. Et évidemment, quand le glacier est un petit peu en pente, tout ça finit par faire des petites rigoles et des petits ruisseaux qui vont de plus en plus vite et de plus en plus gros, et jusqu'à former des torrents carrément sur la surface du glacier qu'on appelle des bédières. Et évidemment, c'est cette eau courante, à un moment donné, elle rencontre des ruptures, des crevasses, et là, elle s'engouffre dans le glacier, et ensuite, elle disparaît. On ne sait pas trop où elle va, en fait, cette eau. Et l'objectif de notre recherche, c'était de monitorer tout ça, donc de mettre des instruments, de descendre dans ces moulins, dans ces puits, dans ces crevasses qui sont creusées par l'eau, et d'essayer d'aller voir un petit peu où partait cette eau, si elle partait à l'intérieur du glacier ou si elle partait sous le glacier. Et donc, on mettait des capteurs, etc., etc. Mais voilà, on ne pouvait pas aller plus loin, c'était trop dangereux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a
envoyé quelqu'un un peu plus loin. Alors, ce n'était pas un glaciologue, c'était un apnéiste qu'on a balancé au fond. On lui a mis une corde quand même pour le retenir. Et il est tombé dans ce lac à l'intérieur du glacier, donc dans les entrailles vraiment de la glace, pour aller voir la dynamique d'écoulement de cette eau courante. Et c'était fascinant en fait, parce que du coup, il était les yeux du glaciologue, qui lui n'avait pas ses compétences de t'apnée, mais peut-être pas le courage aussi d'affronter une eau à 1 degré et de plonger dans un siphon à l'intérieur d'un glacier, parce qu'il faut quand même le vouloir pour faire ça. Mais ce qui était frappant, en fait, c'est que ces petites poussières dont je vous parlais, là, quasiment insignifiantes qu'on retrouvait à la surface du glacier, et qui disparaissaient dans cette eau translucide dans les bédières, en fait, elles se retrouvaient au fond du lac intraglaciaire. Et en fait, elles se déposaient au fond, et ça dessinait un cheminement en fait, qui permettait à l'œil nu de voir un petit peu, de mieux apercevoir le relief et de voir par là où l'eau s'écoulait, parce qu'on avait ces sédiments-là qui suivaient le courant et qui permettaient de bien matérialiser le sens du courant, tout simplement. Et ça permettait à l'apnéiste de voir voilà, par là où l'eau partait, sans trop s'approcher non plus, parce que sinon il risquait d'être aspiré. Donc on le retenait par une corde, mais c'était quand même une première. Mais du coup, on avait cette association, en tout cas, de scientifiques et d'athlètes qui permettait d'avoir un peu plus d'informations sur le projet de recherche. Et là, dernièrement aussi, j'étais en Amazonie en 2021 avec une botaniste, et c'est passionnant pour les botanistes, l'Amazonie, mais c'est tellement compliqué de reconnaître les espèces dans ce fouillis végétal qui est tellement dense. C'est la première fois que je viens ici, je ne me rends pas trop compte des dimensions du lieu, mais j'ai l'impression que ça doit faire bien peut-être 1 hectare, 100 mètres par 100 mètres. Donc imaginez-vous, là, si on est dans un carré, le Grand Control, c'est un hectare d'Amazonie, on a ici plus d'espèces d'arbres que dans toute la France métropolitaine. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable de se balader dans juste 1 hectare et de voir beaucoup plus d'essence d'arbres, mais qu'on n'arrive pas à reconnaître, parce que comme là-bas en Amazonie, on n'a pas de saison creuse, on n'a pas d'hiver, où la végétation un petit peu se repose. On n'a que du soleil, que de la chaleur et que de la pluie, ce qui permet à la végétation de pousser fort et vite. Et donc les botanistes sont un peu embêtés, parce qu'ici on apprend à reconnaître les plantes par leurs feuilles, les fleurs, les fruits. Mais quand on est dans la forêt et que les arbres font 50 mètres de haut et que tout autour de nous on n'a que des espèces différentes et qu'il est impossible de voir la canopée parce qu'il y a des strates différentes de végétation, eh bien, les botanistes, malgré leurs compétences, se retrouvent un peu perdus pour savoir de quelle espèce il s'agit. Et c'est là que justement le savoir des Amérindiens vient compléter celui de la botaniste, parce qu'eux sont capables de reconnaître par les écorces, par les racines, de quelle espèce il s'agit, et toutes les vertus aussi de cette plante de manière assez bluffante. Et c'est simplement par un apprentissage ancestral et empirique en fait, de la forêt qui vivent tous les jours. Et ces connaissances-là, pareil, se complètent et se nourrissent en fait, mutuellement. Et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé passionnant dans les expéditions scientifiques et qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Parce que c'est vrai que si vous regardez un petit peu le métier d'un scientifique aujourd'hui en France, c'est pas fun. Hein. Ils sont la plupart du temps bloqués dans leur bureau, devant un ordinateur, à rentrer des données, à faire des fichiers Excel, à construire des modèles, à lire des articles, à rédiger des articles aussi, et puis à faire beaucoup de rédaction de conventions, à chercher des autorisations. De plus en plus aussi des demandes de subventions, parce qu'un chercheur, maintenant, il cherche aussi l'argent pour pouvoir travailler. Enfin, quand on leur propose de partir en expédition, ils sont ravis. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont besoin. Et du coup, le métier de la recherche, quand il est montré en expédition, c'est vraiment quelque chose de beau. Et encore une fois, parce qu'il se complète avec des sources insoupçonnées de coopération, comme on a avec un chercheur d'une autre nationalité qui peut aussi apporter une plus-value, comme on a avec un artiste ou un sportif qui peut aussi enrichir le projet, et comme on a aussi avec un Amérindien qui apporte justement cet enrichissement mutuel qui rend ces expéditions-là scientifiques passionnantes. Et moi, ça m'a toujours donné envie de continuer là-dedans et d'accentuer pas seulement sur le côté scientifique, mais aussi sur le côté humain. Parce que, encore une fois, ces scientifiques, quand ils sont enfin sortis de leur boulot et de leur bureau et qu'ils se retrouvent sur le terrain,
ben, ils sont un peu à nu, en fait. Ils sont confrontés à d'autres personnes qui peuvent être plus compétentes qu'elles, qui n'ont pas le vertige, qui sont capables d'aller dans l'eau, qui sont capables de porter plus de poids qu'elles. Et elles ont besoin de ces autres personnes-là. Et on a du coup une sorte de remise à zéro où tout le monde se sent plus libre et les relations humaines se font beaucoup plus facilement et beaucoup plus intensément. Et ça me rappelle toujours un petit peu cette sensation quand on part en colonie de vacances, quand on est enfant, où tout le monde monte dans le car, personne ne se connaît, tout le monde a un peu peur. Et puis après, quand le car revient à la fin de la colonie, ben, vous avez créé les plus grandes amitiés du monde et tout le monde pleure de se quitter. Ben, c'est un peu ce sentiment-là. Et c'est pour ça que les expéditions que j'organise, je mets toujours l'accent sur les compétences humaines plus que les compétences scientifiques. Je m'accompagne de scientifiques, mais je les recrute surtout par rapport aux qualités humaines dont ils font preuve. Parce que sur le terrain, voilà, c'est une source d'une intensité rare en fait, d'échange, de découverte de l'autre, de surpassement. Et on en ressort avec voilà, des étoiles dans les yeux. Et moi, je me nourris en fait, vraiment de ce que j'offre à ces personnes-là. Et si je devais conclure par une approche alors un peu moins enthousiaste, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, comme vous le savez tous, le vivant se dégrade très rapidement, trop rapidement, et dans beaucoup d'endroits de manière irréversible. Et on peut dire qu'en fait, il est fini le temps des expéditions scientifiques juste pour accumuler des connaissances scientifiques. Cette époque-là où on rapportait des échantillons pour les mettre dans des tiroirs du muséum ou d'ailleurs, ce temps-là est révolu, il est plus nécessaire, bien que je ne critique pas la science fondamentale. Au contraire, je suis un fervent défenseur de cette approche-là, parce que la science appliquée nous permet de nourrir notre quotidien, de nourrir le progrès, de nourrir notre confort, mais la science fondamentale nourrit notre esprit, donc on en a vraiment besoin. Mais quand on fait des expéditions scientifiques, il faut qu'elles aient forcément une utilité de conservation derrière, qui est non pas seulement un objectif scientifique à la clé de savoir s'il y a une 65e espèce de lézard à un endroit plutôt que 64, mais surtout d'essayer de mettre les compétences des scientifiques en avant pour justifier que l'expédition va servir à protéger les 65 espèces de lézards et non pas juste les comptabiliser. Ce qui est flagrant, c'est qu'à chaque fois que je retourne dans certains milieux sur lesquels je suis allé, je vois les dégâts vraiment en temps réel. Ce n'est pas comme si on allait une seule fois et ensuite on se faisait envoyer des photos par des collègues qui sont restés sur place. Quand on y retourne sur le terrain, on voit vraiment à quel point les dégâts vont vite et à quel point l'expédition scientifique, l'argument d'amener des scientifiques sur le terrain doit servir justement à la conservation. Et sinon, ça revient à faire de l'archéologie au temps présent, en fait, d'étudier des espèces qui vont disparaître juste pour le plaisir de les étudier. Donc, si un jour vous avez l'occasion de participer à une mission scientifique, parce que ce n'est pas réservé qu'aux scientifiques, il y a beaucoup notamment de volontariat, de bénévolat, etc., qui se développent et qui peuvent soutenir des projets, n'hésitez pas à privilégier les projets scientifiques, les expéditions scientifiques qui ont une vocation derrière de conservation, que ce soit pour l'environnement et ou pour les populations autochtones qui dépendent de ce milieu qui est déjà dégradé. Donc voilà pour mon message ce soir, et j'espère que vous aurez tous l'occasion un jour de vivre cette intensité-là dans les relations humaines, dans un environnement exceptionnel, avec cette petite note d'utilité pour l'environnement qui rendra votre voyage un peu plus amorti en tout cas. Voilà, merci pour votre attention. Merci Philippe. Un peu débordé Philippe, mais il a tellement de choses à raconter qu'on lui pardonne bien volontiers. Je déconne. Notre deuxième invité est chargé d'opérations à la fondation Tara Océan, donc qui étudie les océans pour mieux les protéger. D'habitude, elle est plutôt dans les coulisses des expéditions, mais cette fois-ci, elle va venir nous parler justement de ce qui s'est passé pour elle quand elle est allée sur le terrain. Merci de l'applaudir, Aliénor. Bonsoir à tous et à toutes, et merci pour l'invitation. Ah oui, je veux bien. Donc effectivement, moi je travaille pour la Fondation Tara Océan. La Fondation Tara Océan, c'est vraiment 20 années d'exploration de l'océan.
Et donc grâce à sa goélette Tara. Donc Tara, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une belle goélette en aluminium qui fait 36 mètres de long pour 10 mètres de large et pour 27 mètres de haut. Donc vraiment, l'ADN de la Fondation Tara Océan, c'est explorer et partager, explorer via ces campagnes océanographiques d'ampleur avec cette goélette, et partager cette connaissance et cette expertise issue de ces recherches. Donc, c'est-à-dire éduquer les citoyens actuels et futurs sur les enjeux océans, enfin de conservation de l'océan, sur les enjeux climatiques, sur les enjeux liés aux pollutions anthropiques. Et c'est aussi aider, enfin donner des outils d'aide à la décision aux décideurs et décideuses politiques. Donc moi je travaille depuis 4 ans à la Fondation Tara Océan en tant que chargée des opérations. Effectivement, je suis plutôt généralement dans les coulisses. Et donc mon métier, très concrètement et très brièvement, c'est d'organiser la logistique maritime, donc en lien étroit avec le bateau, c'est-à-dire savoir où est-ce que le bateau va échantillonner, où est-ce que le bateau va être à quai pendant que le bateau est en escale. C'est aussi de la coordination scientifique, donc faire le lien avec tous les laboratoires et universités dans le monde entier avec lesquels on travaille pour chaque expédition. Et c'est aussi, plus ponctuellement, aller sur le terrain, rejoindre Tara quand Tara est en escale dans un pays, pour coordonner plein d'événements. Parce que l'aspect assez exceptionnel de la goélette Tara, donc c'est que déjà c'est un voilier par rapport à d'autres bateaux océanographiques un peu plus conventionnels. Et donc Tara part vraiment sur des expéditions long terme, sur 2 ans. Et donc, la première expédition à laquelle j'ai participé en tant que chargée des opérations, c'était la mission microbiome. Une mission de 2 ans pour étudier le microbiome marin, entre autres, dans l'Atlantique Sud. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je suis allée, en septembre 2021, coordonner les événements qu'on avait organisés à Belém, au Brésil. Donc, pour vous situer un peu le contexte, on a parlé d'Amazonie tout à l'heure, et bien on est vraiment en plein dedans. Belém, c'est vraiment une ville sur l'estuaire du fleuve Amazone, vraiment aux portes de l'Amazonie. C'est une ville avec des vestiges architecturaux issus de la colonisation portugaise. C'est une ville au climat équatorial, il fait super chaud, il pleut tous les jours à 17h, c'est assez timé. Et donc, dans ce cadre-là, moi, j'avais étroitement travaillé avec les universités brésiliennes sur place à Belém pour organiser plein d'événements liés à la venue de Tara. Donc c'était assez unique de voir Tara. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment un bateau qui a été construit en 1989, spécifiquement pour les milieux polaires. Donc de voir Tara dans ce milieu équatorial-là, c'était assez unique. Et donc on a organisé plein d'événements, des ateliers liés à la microscopie, des ateliers pour parler des enjeux de pollution plastique, une exposition. Et c'était vraiment super enrichissant de rencontrer tous les chercheurs et chercheuses et scientifiques et étudiants et étudiantes qui venaient de ces universités-là, parce qu'ils avaient une culture de l'océan extrêmement différente de la nôtre, très liée à ce fleuve, à l'Amazone, qui est vraiment le fleuve de tous les superlatifs, c'est-à-dire à la fois le plus long, le plus puissant, avec le débit le plus important. Quand on se situe au niveau de l'estuaire, au milieu du fleuve, on ne voit pas les berges des 2 côtés, avec cette eau extrêmement marron. Et donc, voilà, de pouvoir échanger avec eux et d'en savoir plus un peu sur eux, leur compréhension des enjeux océans, sur leur compréhension aussi des enjeux climatiques en lien avec leur culture, c'était vraiment fascinant. Parce que c'est tout le temps ça, un peu l'objectif de ces escales, c'est de partager notre connaissance, de partager notre expertise, mais c'est aussi de s'inspirer de ce qui est fait localement, de connecter avec les instituts muséaux et scientifiques sur place, de connecter avec le tissu artistique, avec le tissu associatif, vraiment pour créer des synergies et vraiment faire émerger les idées. Donc c'est dans ce contexte-là que je suis allée à Belém, au Brésil, pour la première fois de ma vie. Et donc Tara, c'est un petit bateau océanographique, il y a 14 places à bord. Et donc, les places sont assez chères. Même si c'est dans la philosophie de la Fondation Tara Océan, c'est important d'envoyer des personnes qui sont comme moi dans les coulisses, plutôt des personnes de l'équipe à terre, de les envoyer à bord de Tara pour qu'ils comprennent la réalité de ce que c'est d'être marin embarqué sur 2-3 mois, ce que c'est d'être scientifique embarqué. C'est pas tout le temps gagné. Et donc là, en l'occurrence, un scientifique, pour raison médicale, n'était pas dispo et ne pouvait pas venir. Comme j'étais déjà sur place, ma direction m'a dit vas-y, en fait, c'est hyper important, d'autant que moi, je travaille avec eux au quotidien. Je travaille avec le capitaine tous les jours, je l'ai au téléphone, je travaille avec les scientifiques tous les jours. Donc c'est hyper important de développer aussi cette relation-là de confiance avec eux.
Donc je me suis embarquée sur voilà, un embarquement de 2 semaines et demie entre Belém et Salvador de Bahia, le long de la côte brésilienne. Moi, j'avais déjà navigué, mais vraiment voilà, de la plaisance sur des bateaux un peu plus classiques, des voiliers un peu plus classiques, alors que là, c'est vraiment, Tara, c'est un bateau de travail. Et donc, encore une fois, climat extrêmement chaud, il fait 35 degrés tout le temps, on sue tout le temps. Et puis, il y a vraiment aussi ce côté où les conditions de navigation étaient vraiment pas simples. On avait le courant nord brésilien vraiment en face, on avait des vents pas du tout favorables, donc c'était vraiment une navigation assez ardue. Et en plus, il fallait vraiment zigzaguer entre les plateformes pétrolières brésiliennes offshore qui se trouvent vraiment, enfin, qui sont égrenées tout le long de la côte brésilienne. Donc ça, c'est un peu le contexte. Et après, il fallait s'insérer aussi dans ce huis clos humain avec des personnalités très fortes, des gens qui connaissent le bateau comme leur poche, des gens qui ont vraiment en plus des missions bien spécifiques à bord. Alors même que moi, bon, bah, la plupart du temps, je suis derrière un ordi au bout du téléphone, mais pas vraiment à faire des choses très pratiques, très manuelles. Mais Tara est un bateau exceptionnel, c'est une super équipe, très familiale, très conviviale. Donc il y a 6 marins à bord de Tara, un capitaine, un second capitaine, un chef mécanicien, 2 chefs de pont et un chef cuisinier. Et tous ces postes, évidemment, se déclinent au féminin. Et après, il y a 6 scientifiques aussi, un chef scientifique, un ingénieur biologique, un ingénieur océanographe et 3 autres scientifiques qui sont un peu plus dédiés sur des protocoles particuliers. Il y a également un correspondant ou une correspondante de bord qui est là pour médiatiser la vie à bord, faire de l'image, et un ou une artiste qui a été sélectionnée en amont de l'expédition pour faire une résidence artistique à bord de Tara. Donc à bord de Tara, il y a vraiment cette idée du collectif, cette idée aussi des regards croisés, de favoriser ces regards croisés sur l'océan. Et je dirais qu'à l'inverse, un peu aussi, encore une fois, des bateaux océanographiques conventionnels de la flotte océanographique française, à bord de Tara, les équipes travaillent vraiment très étroitement ensemble. C'est un petit bateau, donc vraiment le sentiment de communauté est fondamental. Donc tout le monde participe au quart de nuit avec un marin, tout le monde participe à des tâches ménagères au quotidien. Ça paraît évident, mais en fait sur les bateaux océanographiques plus conventionnels, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et donc il fallait que moi je fasse un petit peu ma place, que je trouve qui aider, quand, savoir un peu comment y rythmer la vie à bord. Donc évidemment j'ai aidé la chef cuisinière dans la préparation des repas tous les jours, parce qu'à bord d'un bateau c'est fondamental de bien manger. Et en plus, à bord de Tara, c'est assez connu que tout le monde débarque avec un petit peu plus de kilos qu'avant parce qu'on mange extrêmement bien, super diversifié, c'est très végétarien. Donc je l'aidais dans la préparation de ses repas. J'aidais comme je pouvais aussi les chefs de pont dans toutes les manœuvres de voile, dans tout l'accastillage, enfin l'entretien de l'accastillage, donc vraiment l'entretien des instruments qui sont sur le pont. J'aidais comme je pouvais aussi le chef mécanicien dans l'entretien, parce que alors, le chef mécanicien c'est une fonction assez importante à bord de Tara parce qu'il est à la fois mécanicien, électricien, chauffagiste, il a quand même pas mal de fonctions. Et en plus, vraiment la salle des machines, donc là où il y a les moteurs à bord de Tara, c'est une salle assez incroyable qui est digne vraiment des décors de science-fiction des années 80. Il y a un truc assez vieux, mais bon, très fonctionnel et très pratique, mais aussi très exigu, très étroit. Et vraiment, ce chef mécanicien, c'est un monsieur qui fait 1,90 m, qui est immense. Et je le vois se glisser avec grâce entre les machines de manière assez étonnante. Et donc, je le suivais un peu, on s'accroupit, on marche à 4 pattes, etc., pour aller changer un filtre au bout de la salle des machines. Donc ça, c'était super chouette, en fait, de découvrir leur réalité, de comprendre. Chef mécanicien, un métier extrêmement physique aussi, parce que bon, et là, en plus dans ces conditions-là, il fait 35 degrés à la journée. Quand les moteurs fonctionnent, il fait 45, 50 degrés en salle de machine, donc on le voyait souvent ressortir entièrement trempé, le t-shirt mouillé, voilà, complètement en sueur. Donc un travail très physique, et de manière générale un travail très physique. Je suis sortie extrêmement éreintée de ces 2 semaines et demie d'embarquement. Voilà, aider les scientifiques aussi dans leurs tâches au quotidien, dans l'inventaire des échantillons, dans l'inventaire du matériel scientifique. Et donc voilà, j'ai essayé de m'insérer en fait dans tout ce programme-là. Ça a été vraiment évidemment super inspirant, super important, parce que c'est des gens, encore une fois, avec lesquels je travaille tous les jours. Et donc pour vous parler un petit peu plus globalement de la manière dont fonctionne la science à bord de Tara, c'est assez intéressant parce que donc là, la mission microbiome, le programme était très dense, donc c'est-à-dire que en fait, on dit que Tara va faire une station. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu le jargon scientifique. Quand un bateau fait une station, c'est-à-dire que le bateau coupe les moteurs ou affale les voiles, s'arrête et en fait donc a des coordonnées GPS précises. Et on a le temps, pendant une journée, de déployer les instruments à l'arrière du bateau, de prélever le long de la colonne d'eau, de ramener ces échantillons et de faire un peu des premières petites analyses.
Et donc, encore une fois, ce qui fait la différence de Tara par rapport à d'autres bateaux, c'est que sur d'autres bateaux de la flotte océanographique française, on est très haut sur l'eau, tout est extrêmement mécanisé, alors qu'à bord de Tara, voilà, il y a 1,20 m entre l'eau et le pont. Et en plus, on fait tout à la main, quoi. Donc il y a un côté, en fait, où on adapte la science à l'envergure, à la corpulence un peu du bateau. Donc tu as les scientifiques qui sont vraiment sur le pont à l'arrière. Et donc quand la mer est plane, que les conditions sont favorables, tout va bien, c'est simple. Quand il y a de la houle, qu'il y a énormément de vent, ça devient un petit peu plus ardu, voilà, de mettre les instruments, pas les scientifiques, les instruments à l'eau. Et donc, voilà, hyper intéressant de voir ce rythme-là, de voir voilà, la manière dont ça se traduit concrètement. Et donc aussi, pour vous expliquer un peu le fonctionnement de la science à bord, il y a 3 laboratoires à bord de Tara. Il y a un premier laboratoire qu'on appelle le laboratoire humide qui se situe sur le pont arrière et qui est un petit laboratoire dans lequel on fait les filtrations de cette eau qu'on a prélevée pour savoir ce qu'on découvre, pour un peu révéler l'invisible de l'océan, quel plancton, quel type de bactéries, quel type de virus. On a un deuxième laboratoire qui s'appelle le Sorting Lab, et c'est un laboratoire dans lequel on fait de l'imagerie, c'est-à-dire que vraiment on prend des photos de l'eau qu'on pompe en continu sous le bateau pour, encore une fois, révéler, prendre des photos du plancton. Et avec un système d'intelligence artificielle, ces photos sont triées par espèce ou par taille. Et on a un troisième laboratoire un peu plus à l'avant du bateau qui s'appelle l'Underway Lab. Et là, c'est un laboratoire qui collecte des données en continu sur les paramètres environnementaux. Et en fait, donc, paramètres environnementaux, c'est-à-dire température, salinité, taux d'oxygène. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir remettre dans son contexte un échantillon, dans son contexte environnemental, c'est-à-dire qui peuvent expliquer certaines choses ou pas, d'ailleurs, à l'inverse. Donc un programme scientifique extrêmement chargé, extrêmement dense. Et après, comment ça se passe au quotidien, un embarquement ? C'est des choses toutes simples aussi, et tout simple et à la fois merveilleuses. C'est-à-dire qu'on est accompagné régulièrement par des bandes dauphins à la proue du bateau. C'est des petits moments où on est tous toujours excités. On a l'impression d'avoir 9 ans et demi, alors que ça fait 3 fois qu'on les voit, mais on est toujours tout aussi heureux. En plus, on a eu l'extrême chance de voir d'entreapercevoir des ailerons de dauphins roses, qui est vraiment une espèce endémique de l'Amazone. C'est des petits poissons volants qui se retrouvent par hasard, qui s'égarent sur le pont de Tara, qu'il faut remettre à l'eau pour les garder en vie. C'est les couchers de soleil, en fait, parce que 2 semaines et demie, c'est un embarquement, c'est long. Et en fait, il y a des choses qui rythment vraiment la vie au quotidien, c'est évidemment les repas. Et les couchers de soleil, parce que les couleurs sont incroyables. Tout le monde émerge du bateau, tout le monde sort un peu de son boulot au quotidien pour se retrouver tous et toutes ensemble et s'émerveiller devant ces beaux spectacles. Et c'est des choses un peu plus ponctuelles. En l'occurrence, pendant cet embarquement, on a croisé un bateau de la flotte océanographique française qui s'appelle l'Antea, qui est un bateau qui fait la même taille que Tara, qui fait 36 mètres, mais qui est un catamaran. Et donc, c'était super chouette de se retrouver si loin de la France métropolitaine, au large des côtes brésiliennes, et de sillonner un peu ensemble pendant 30 minutes. Il y avait une espèce de familiarité. En plus, on avait un scientifique à bord qui connaissait très bien un scientifique à bord de ce bateau. Donc, par VHF, par radio, ils se parlaient, ils se donnaient des nouvelles. Donc, assez improbable et assez unique. Et donc ça reste un bateau de travail avec un programme scientifique super dense. Tout le monde sort vraiment fatigué de ces embarquements parce qu'il se passe plein de choses, c'est intense. Mais il y a plein de moments qu'il faut prendre. En fait, toute occasion est bonne un peu pour respirer, pour faire une pause, pour prendre le temps. Et donc ça peut être un anniversaire comme ça peut être le passage de l'équateur qui, dans le milieu maritime, est vraiment un passage obligatoire pour toutes celles et ceux qui n'ont jamais passé l'équateur, qui n'ont jamais basculé d'un hémisphère à l'autre. Donc il y a tout un rite initiatique autour de ça. Et donc là, l'alarme incendie a sonné dans le bateau. Et donc on avait été briefé avant l'embarquement. C'est très bien que quand ça se passe, on doit tous sortir du bateau, aller sur le pont arrière et voir ce qui se passe. Et là, tout le monde, en fait, tous les gens, les marins et les scientifiques qui avaient déjà passé l'équateur, nous attendaient complètement déguisés, avec un programme, avec le capitaine déguisé en Neptune, et avec un programme de festivités, de jeux pour toute la soirée hyper sympa. Et donc, en l'occurrence, on s'est baigné. Alors, à 2-3 reprises, on s'est baigné quand même, malgré tout. Et c'est fou de se dire que, c'est assez vertigineux de se dire qu'on se baigne. Il y a 3000-4000 mètres de profondeur en dessous de nous. Donc, on se dit, ok, super, je suis sûr qu'il n'y a rien qui va sortir. Mais bon, ça, c'est un peu les petites frayeurs que des fois, moi, je pouvais avoir. Donc c'était vraiment à la fois fascinant, important de moi me retrouver immergée dans cette ambiance-là pour mieux comprendre après mon travail et pour mieux travailler avec eux après au quotidien. Et à un moment vient évidemment la fin de cet embarquement et donc
On s'approche de Salvador de Bahia, on commence à distinguer les côtes, olfactivement on commence à sentir plein de choses parce que d'un coup, là on est super stimulé. On commence à avoir plein de bateaux qui tournent autour, on commence à avoir plein d'oiseaux. Et donc Tara se met à quai dans une petite marina. L'ambiance de Salvador de Bahia est vraiment extrêmement différente de celle de Belém, beaucoup plus festif, coloré, musical, plus touristique aussi. Et donc c'est un peu là les dernières soirées d'adieu avant de partir, parce que finalement 2 semaines et demie c'est pas grand chose, mais c'est vraiment une expérience super forte. Et même si les marins ils embarquent tous les 2 mois, malgré tout à chaque fois c'est tout le temps des expériences super fortes, des expériences humaines extrêmement riches. Donc voilà, vient le moment en fait de s'en aller, de retourner à son travail plus quotidien qui est tout aussi intéressant mais un petit peu moins des fois de terrain dans les éléments. Et donc Tara, après cette mission microbiome, est revenue en octobre dernier donc de cette mission dans son port d'attache Lorient. Et là, après plusieurs mois de chantier, Tara étant un bateau océanographique, Tara doit repartir en mer parce qu'il est fondamental encore d'en apprendre plus sur les océans, d'en apprendre plus sur leur fonctionnement, d'en apprendre plus sur le vivant qui l'abrite. Parce que c'est un peu, en fait, l'océan, la dernière terra incognita de ce monde. On a encore plein de choses à découvrir. Donc Tara est repartie en avril pour sa prochaine expédition qui s'appelle Tara Europa. Donc Tara est actuellement au Danemark. Et l'objectif de cette expédition qui a été mis en place avec un grand laboratoire européen de biologie moléculaire, c'est vraiment d'étudier la biodiversité à l'interface terre-mer et le long des côtes européennes. La première année se situant en mer Baltique, plutôt enfin en mer du Nord, et deuxième année en mer Méditerranée. Et donc, en parallèle de ce projet-là, la Fondation Tara Océan développe depuis des années maintenant un projet de base polaire dérivante qui devient enfin tangible, enfin concret, qui devient une réalité pour notre plus grand bonheur. Et donc, c'est une base qui va venir étudier l'écosystème arctique, si complexe et vital soit-il, de manière continue. Et donc on est dans les premiers pas, les premières étapes de la construction de cette base qui va être construite dans un chantier à Cherbourg. Et donc c'est des projets qui vont faire émerger encore plein de très très belles histoires et je l'espère de belles aventures humaines et scientifiques. Merci. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand Aliénor a parlé de se baigner avec 4000 mètres de profondeur en dessous de soi, j'ai eu un petit frisson. Et je vois tout à fait le genre de terreur dont tu parles. C'est la thalassophobie. Il y a des gens qui ont peur quand il y a 20 mètres en dessous. Là, c'est 4000. Et tout s'est bien passé. Il n'y a pas de kraken qui est... Non. Bon. Notre prochain invité est responsable des opérations au Human Adaptation Institute, qui est donc un organisme qui étudie les limites de l'adaptation humaine. Et il va venir nous parler d'un projet fascinant qui consistait à enfermer des gens dans une grotte pendant 40 jours. C'est une espèce de télé-réalité un peu hardcore. Et il va venir nous raconter ce qui s'est passé quand il est allé les chercher. Merci d'applaudir Jérémy. Merci. Je mets le chrono volontiers. Ouais. Alors, il me met le chronomètre, mais je vais enlever aussi ma montre. On va voir. Ça, comme tout ce que je vais raconter, a un petit peu à voir avec le temps. Je préfère la poser là. Oui, bonsoir. Je suis venu vous raconter une chose qui n'arrive qu'une fois dans sa vie, en tout cas, moi qui m'arrivera qu'une fois dans ma vie. Il y a à peu près 2 ans, jour pour jour, avec Mélusine Manander, qui est là, que vous entendrez juste après, on a eu la chance d'aller ouvrir une grille dans une grotte à 400 mètres sous terre pour mettre fin à une expédition scientifique qui s'appelle Deep Time, où pendant 40 jours, en fait, 15 personnes s'étaient confinées volontairement, s'étaient enfermées volontairement dans cette grotte pour vivre une expérience sans accès à une quelconque indication temporelle, donc sans montre, sans accès à la lumière du jour, donc sans notion du temps qui s'écoule. Tout ça pour essayer de comprendre comment l'humain et le cerveau humain, alors d'une part, est capable de se projeter en fait dans le temps, est capable de comprendre la notion temporelle, et puis comment est-ce qu'il est capable de s'adapter à des nouvelles conditions de vie. Peut-être avant de vous raconter comment ça s'est passé, peut-être vous raconter comment j'en suis arrivé là. Moi, enfant, je voulais monter des expéditions, vraiment. Voilà, c'était Cousteau, Jean-Louis Etienne.
et le seul problème, c'est que d'une part, j'ai pas du tout le pied marin, donc embarquer sur la Calypso, c'est pas possible. Et puis, ni sur Tara d'ailleurs, j'aimerais beaucoup, mais vraiment, j'ai pas le pied marin. Et puis, il n'y a pas de mode d'emploi, c'est pas un métier. En tout cas, c'est pas catalogué comme tel. Donc, j'ai fait ce que je savais faire de mieux, à savoir de la logistique, organiser, gérer des projets, etc. J'ai commencé à travailler. Et puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer un explorateur, un vrai, comme dans les livres. Donc, il s'appelle Christian Clot. Et puis après quelques temps, Christian me dit un jour, tu sais, voilà, on est en train de... Je vais monter des gros projets là d'expédition en groupe, avec des équipes, etc. Et est-ce que tu veux pas me rejoindre et me donner un coup de main pour ça? Alors, leçon numéro 1, ne vous embarquez jamais avec un explorateur, avec une exploratrice, parce que vous ne savez pas où ça va vous mener. Et en l'occurrence, moi, ça m'a mené jusqu'au fond d'une grotte. Donc, au début, voilà, on a fondé le Human Adaptation Institute, qui est un institut de recherche indépendant, qui a pour objectif, vocation, de comprendre en fait les capacités humaines d'adaptation et à des nouvelles conditions de vie, à des changements et à des nouvelles conditions de vie. Donc je reviens à mon histoire de grotte. Donc c'est un jeudi soir, il est 20h, donc ça fait 40 jours qu'ils sont à l'intérieur dans cette grotte, donc Christian Clot, et puis 14 équipières et équipiers. Il fait 10 degrés dans cette grotte, 100% d'humidité, assez sombre. Donc c'est des conditions quand même assez hostiles, assez extrêmes. Et surtout, on n'a aucune idée de comment ils ont vécu ces 40 jours, parce qu'on n'a pas de contact direct avec eux. On n'a pas de nouvelles, on n'a pas d'échange en fait régulier, donc on ne sait pas, on ne sait pas voilà, comment ils ont vécu ces 40 jours. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils vont bien aux toilettes, parce que tous les jours il faut évacuer en fait les déchets, donc via un système de sas en fait qu'on a mis en place. Donc voilà, on sait que de ce côté-là tout va bien, mais le reste des choses on ne sait pas en fait. Donc on marche dans la montagne, en fait la grotte est à flanc de montagne, on rentre dedans, alors il faut passer des boyaux, tout ça, et on arrive en fait sur un espace de vie qu'on a aménagé, une immense cavité. Il y a un plancher là qui est là avec toutes des installations, une sorte de base lunaire un petit peu, une base lunaire avancée comme ça, au milieu de la grotte. Alors voilà, passer les premières effusions, la surprise de nous voir arriver, parce que comme ils n'ont pas de temps, ils ne savent pas qu'évidemment c'est à cette heure-ci, ce jour-là, à ce moment précis qu'on va arriver. Les premières embrassades, etc. C'est un peu la douche froide, parce que moi je pensais qu'on allait un petit peu les libérer en fait, qu'ils allaient être super contents de sortir et que ça se termine. Et en fait, pas du tout. En fait, ils ont plutôt, en tout cas, ils nous font plutôt état d'un sentiment d'avoir envie de poursuivre l'expérience. Alors, pour nous, qui étions à l'extérieur pendant 40 jours, à veiller sur cette grotte, à attendre patiemment la fin de l'expérience, c'est assez surprenant. C'est là que démarre la deuxième partie en fait, de ce projet scientifique, qui est d'analyser les données. Et donc, on prend notre casquette de chercheur, puisque c'est... Après avoir monté les expéditions, on analyse les données qu'on a collectées pendant ces 40 jours. Et donc, on va essayer de comprendre, en fait, finalement, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, vous avez plein de chercheurs différents. Vous avez des éthologues, des chronobiologistes, des spécialistes de neurosciences cognitives, etc. Chacun dans son domaine. Et puis, nous, Human Adaptation Institute, l'objectif, c'est de coordonner un petit peu tout ça et d'essayer d'avoir une vision d'ensemble. Alors... par exemple, les chronobiologistes donc, qui étudient les rythmes circadiens, la veille, le sommeil, etc., mettent au jour qu'on a des rythmes qui ont été extrêmement désynchronisés pendant cette expérience. Par exemple, la personne qui a donc vécu le plus petit nombre de cycles, donc un cycle, en fait, c'est l'équivalent, ce que nous on appellerait une journée, en fait, une période de veille et puis une période de sommeil. Donc un cycle, pour eux, c'est une période de veille, une période de sommeil. Ça peut durer 24 heures, mais c'est un peu le hasard. La réalité, c'est que ça peut durer beaucoup plus ou ça peut durer beaucoup moins. Par exemple, la personne qui est restée le plus longtemps éveillée, elle est restée 50 heures éveillée.
d'affilée. La personne qui est restée le moins, enfin, qui a dormi le plus longtemps, a dormi 35 heures d'affilée. Oui, on avait amené des fêtards et des marmottes, en fait, dans la grotte. En moyenne, ils ont vécu à peu près 29 cycles. Donc c'est sûr que nous, quand on arrive au bout de 40 jours, ben, pour eux, déjà, dans leur tête, ça fait seulement, en moyenne, 29. Pour certains, 23. Vous dire qu'ils étaient juste au début, quoi. Et puis pour d'autres, plus proches de 30, 31, mais en moyenne, 29. Donc clairement, en fait, on voit qu'ils étaient complètement désynchronisés et pas du tout en phase avec le temps tel que nous, on le vivait à l'extérieur. Moi, je mets aussi ma casquette de chercheur parce que mon deuxième travail, c'est d'essayer de travailler sur la coordination des équipes, la manière dont, finalement, un groupe, face à des conditions extrêmes, est capable de fonctionner, de travailler ensemble et de créer de l'activité coordonnée. Et donc, je regarde un petit peu toutes les données. Au fur et à mesure, on analyse tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs phases. Dans cette grotte, il s'est passé... En fait, j'ai identifié 4 phases. La première, c'est un petit peu l'effervescence, quoi. La nouveauté, ils arrivent, il y a plein de choses à faire. Il faut apprendre à évoluer dans un environnement spéléologique. Il faut mettre en place des process, tout le planning de ce qu'on a prévu dans l'expédition, etc. Donc, finalement, tout le monde bouge énormément, fait plein de choses, etc. Et puis, très rapidement, une fois que tout ça a été un petit peu installé, l'activité, elle commence à décroître. Les orientations sociales, les échanges qu'ils ont les uns avec les autres diminuent progressivement. Arrivent aussi des périodes de doute. Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est quoi le sens de cette expédition? Et se met en place en fait une sorte de phase d'apathie, de questionnement et de vie à un rythme extrêmement lent. Et probablement que si le chef d'expédition avait laissé tel quel, 40 jours plus tard, ils en seraient restés à peu près à ce stade-là. Sauf que dans cette grotte, ils sont venus faire plein de choses. D'abord, il faut produire de l'énergie, de l'électricité, pour pouvoir produire des éclairages. Il faut gérer sa nourriture, il faut aller puiser de l'eau. Ils sont en autonomie à l'intérieur, en fait. Donc, il y a toute une vie de camp qui doit être gérée. Et puis, ils sont venus aussi pour des équipes de scientifiques aussi extérieures, inventorier des glyphes, en fait, des inscriptions dans une grotte, parce qu'elle est très riche d'histoire, la grotte de Lombrive en Ariège, où ils sont dans les Pyrénées françaises, là. Donc, inventorier. Ils sont venus cartographier la grotte en 3 dimensions aussi, donc avec un appareil assez révolutionnaire, donc des centaines de mètres et même de kilomètres en réalité de galeries qui ont été cartographiées en 3D. Donc, en fait, ils se remettent dans une phase où ils vont commencer à travailler ensemble. Ils vont, par petits groupes, se motiver, s'engager pour produire en fait tous ces résultats, tous ces travaux scientifiques. Mais tout ça, toujours sans finalement avoir d'indication temporelle. Ils n'ont pas de montre pour se coordonner. On ne peut pas dire demain matin je vais travailler, dans 1 heure on se donne rendez-vous, etc. Il n'y a pas du tout cette notion-là en fait. Nous, on a des plannings, des agendas, etc. Donc c'est assez facile. Eux, rien de tout ça. Donc, ils mettent en place en fait un dispositif, une capacité de une coordination d'opportunités. Quand on est là et quand on a un petit groupe qui est réveillé, qui est prêt à faire quelque chose, on le fait. Et on le fait maintenant et on le fait tous ensemble et on arrive au bout. Et en fait, ce qui fait qu'au bout de 40 jours, ils ont atteint tous leurs objectifs en fait. C'est-à-dire qu'ils ont inventorié toutes les glyphes de la grotte, ils ont réussi à vivre en autonomie, ils sont arrivés au bout tous ensemble, ils étaient partis à 15, ils sont sortis à 15. Personne n'est mort de faim. Le camp est relativement bien tenu, donc ils ont su évacuer leurs déchets, gérer etc., etc. Et puis ils ont fait toutes ces cartographies en 3D. Ils ont évacué même des déchets qui étaient dans la grotte depuis des dizaines, voire des centaines d'années, près de 2 tonnes qu'ils ont nettoyées, donc en menant une action environnementale aussi, etc., etc. Donc, en fait, ils ont réussi à produire quelque chose sans ce qui nous semble aujourd'hui, nous, à l'extérieur, essentiel, cette notion temporelle et cette mesure du temps après laquelle on a un peu l'impression de courir en permanence. C'est pour ça que j'ai posé ma montre en fait, sur le côté, c'était pour me détacher du temps. Mais alors, comme je sais qu'on est quand même contraint par le format, j'arrive un petit peu au bout de ce que je voulais vous dire ce soir. Je ne sais pas si ça vous a paru long, moi ça m'a paru assez court, mais en fait, finalement, si vous m'avez bien suivi, ce qui est peut-être le plus important, ce n'est pas cette notion de temps, c'est
voilà, cette capacité, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble, collectivement, pendant un moment donné. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bien joué. Tu parlais d'un temps maximum de sommeil de 35 heures. Un temps maximum de sommeil de 30... C'est-à-dire que la personne a dormi l'équivalent d'une semaine de travail, quoi. C'est hallucinant quand même, 35 heures. Ouais. Oui, 50 heures éveillées, c'est assez hallucinant. Mais en fait, excusez-moi, hein, j'ai des questions, mais 50 heures éveillées, la personne sentait quand même qu'il y avait de la fatigue, elle se forçait à tenir... En fait, il y avait une règle, c'était qu'ils ne devaient jamais se réveiller les uns les autres ou s'obliger à aller se coucher ensemble. Donc en fait, en réalité, tant qu'ils étaient éveillés et qu'ils avaient envie de faire des choses, donc par exemple, probablement que la personne qui a vécu 50 heures éveillée d'affilée, c'est qu'ils ont dû partir en exploration. Donc en fait, ils ont descendu dans la grotte. Tu me remets les 10 minutes ou... Donc ils sont partis dans la grotte explorer, puis évidemment on n'a pas de notion de temps qui passe, donc ils ont peut-être passé des heures à découvrir un environnement qui est assez extraordinaire, avec des stalactites, avec des rivières, des lacs à traverser en raft sous la montagne, etc. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas exactement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, après qu'on superpose, là j'ai donné les extrémums parce que c'est toujours un petit peu parlant, mais quand on regarde en fait le panorama des 15 équipiers, globalement, ils respectent ce que nous, on respecte à l'extérieur, à savoir 2 tiers d'éveil, 1 tiers de sommeil. C'est-à-dire que si vous regardez à peu près sur une journée, vous êtes éveillé 2 tiers de 24 heures et puis vous dormez à peu près 1 tiers. Voilà, c'est une moyenne très générale. Il y en a qui un petit peu plus, un petit peu moins, mais globalement. Et eux, ils ont fait pareil, sans aucune montre en fait. Donc, certes, je dis il n'y a pas de synchronisation biologique. C'est-à-dire que cette équipe, elle ne s'est pas synchronisée biologiquement les uns avec les autres. Il y a eu une synchronisation sociale forte, mais malgré tout, il y a aussi des choses qui sont en nous, qui sont inscrites en nous et qui font que le corps humain est capable de fonctionner d'une certaine manière et pas d'une autre. Très bien. Merci Jérémy. Notre prochaine invitée était, si je ne m'abuse, décoratrice de théâtre à la base. Pas du tout? Pardon? Costumière. Qu'est-ce que j'ai dit? Décoratrice. Costumière de théâtre. Et un jour, elle a décidé de partir à travers le monde en moto. Donc ça fait une dizaine d'années qu'elle sillonne le monde en moto et elle va venir nous raconter un petit peu ce qu'elle a pu vivre au cours de ses aventures. Et elle va venir nous parler aussi de liberté. Merci d'applaudir Mélusine. Bonjour. Il y a un timing serré. Bonjour à tous ou bonsoir. C'est vrai que moi, j'aime la moto. J'aime découvrir le monde à moto. C'est une de mes grandes joies. Mais je pense que mon parcours a vraiment basculé un jour où j'avais décidé de partir vers l'Inde à moto. Et avant d'aller en Inde, il faut passer par d'autres pays. Et il y avait l'Iran. On était en 2011. Ma famille n'était pas particulièrement enthousiaste par cette idée d'aller en Iran. On sortait encore de la révolution verte. Des manifestants étaient réprimés dans le sang. On avait une image de la lapidation. Bref, ce n'était pas idyllique, en tout cas comme destination. Pas une destination de vacances, mais j'ai décidé d'y aller. Ça commence bien déjà à l'ambassade, quand j'y vais et je présente mon projet. La dame me dit très sèchement en fait les femmes madame, les femmes elles conduisent pas de moto en Iran. Ok, très bien, dommage. Du coup je trouve un mec. Bon, c'est quand même mon compagnon de l'époque, il est quand même motivé pour venir me rejoindre. On se retrouve en Turquie, il m'accompagne. On est un peu tendu quand même parce que on est un peu... Nos amis très bienveillants pensent bien à nous et nous rappellent qu'on va quand même dans un pays où il n'y a pas beaucoup de liberté. On arrive en plus vers le Kurdistan, donc il y a beaucoup de tanks, il y a des barbelés, ça commence à se tendre, et puis on arrive à la frontière. J'envoie Christian en éclaireur parce que je suis très très courageuse.
Et là, le douanier arrive, bienvenue en Iran, c'est génial, venez rentrer. Ça se passe en 10 minutes, paf, 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 le passeport, welcome in Iran, vous pouvez y aller. Bon, là, on a cru que c'était une blague. Caméra cachée, c'est pas possible. Mais non. En fait, ce qui va se passer tout le long de notre voyage en Iran, ça va être ça. Bienvenue en Iran. Vous entendez parler de nous, mais en fait, on n'est pas forcément des poseurs de bombes. Ça se passe un peu différemment chez nous. Ça va être le tarouf, en fait, cet art de l'accueil, qui est de bienvenue chez nous et de faire comme si on était invité. Et de faire disparaître justement ces frontières de langue ou de culture et de se sentir là-bas chez soi. Ça va être assez magique. Ça va être vraiment, en fait, un monde de paradoxes que je vais découvrir. Un monde où, oui, les femmes n'ont pas le droit de conduire de moto parce qu'en fait, elles n'ont pas le droit de passer le permis. Un monde où 2/3 des universitaires sont des femmes. Un monde où une femme ne peut pas chanter seule, mais en groupe. Un monde où on n'a pas le droit d'aller dans une discothèque parce que ça n'existe pas, mais on fait la discothèque chez soi ou dans sa voiture. On va rencontrer les copains, on roule côte à côte, on met la musique à fond, et c'est ça la discothèque. Chacun est dans sa bagnole, on envoie des textos par Facebook, un autre Facebook que l'officiel, et puis c'est comme ça qu'on se rencontre. Et c'est comme ça que je vais rencontrer 3 jeunes femmes, parce que là j'ai pris l'audace de conduire ma moto, et je suis là en train de conduire, ça se passe bien, je suis contente. Et là il y a une voiture qui arrive, à fond les ballons, qui a vu que j'étais une femme qui conduisait, qui sont super excitées, qui me font des grands signes. Elles ont Enrique Iglesias à fond, ça pulse. Vraiment, elles m'ordonnent de m'arrêter, je m'arrête. Elles continuent à danser autour de la moto, c'est interdit. Elles se mettent à danser, elles posent, elles font des photos. Il y a à 50 mètres plus loin un autre groupe qui s'arrête, qui se met aussi à danser tellement la musique est forte. Et puis tout d'un coup, ça va s'arrêter. En 5 minutes, ça s'arrête. Un camionneur va passer à côté, va klaxonner et va dire là maintenant les filles, il faut s'arrêter. Zara va me donner, je ne sais pas d'où elle le sort, un cafard en plastique. Elle va me glisser dans la main et elle va me dire, tu sais, on fait partie du mouvement de la Révolution, on nous écrase, mais on revient toujours. Et vous parlez de nous, mais vous ne savez pas qui on est. Bon. Eh bien là, ah ben merde. Ah ben merde parce qu'elle a raison. Parce que oui, c'est vrai, on ne sait pas qui sont ces gens, on ne sait pas qui sont ces personnes qui vivent dans ces autres lieux. On a une image des médias un peu réductrice, mais il y a autre chose. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la réalité, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais pas que. Il y a aussi des gens qui vivent là-bas, et là je me dis, ah, bon, bah, peut-être qu'il va falloir que je m'y intéresse. Et justement, sur cette question de la liberté, qu'est-ce que c'est que la liberté ? Je m'aperçois que là-bas, ce n'est pas aussi simple. C'est très nuancé. Les espaces de liberté, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Tous les Iraniens ont une manière très détournée de contourner ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. Oui, les cafés sont surveillés, que la police religieuse peut arriver, prendre les vidéos, surveiller ce qui s'est passé dans le café. Mais à côté, on peut organiser des rêves et aller dans le désert pour faire la fête et se sentir libre. Rien n'est simple. Et à ce moment-là, je me dis, toutes ces personnes qui en France me disaient, tu sais, tu vas dans un pays où il n'y a pas de liberté, je m'aperçois que ce n'est pas si simple là, et que peut-être justement, il faut poser cette question, qu'est-ce que c'est la liberté là-bas ? Que peut-être derrière, sous certains tchadors, eh bien, il y a des femmes qui sont toutes décolorées en mini-jupe et peintes, elles vont aller à une soirée un peu clandestine, ou qu'elles sont peut-être même hackeuses, et qu'elles détournent des systèmes Internet pour pouvoir justement avoir accès à l'information et pouvoir diffuser certaines émissions qui seraient sulfureuses chez eux par des biais d'Internet. On ne peut rien savoir, en fait, de ce qui se passe vraiment. Et à partir de là, je me dis, eh bien, elles ont raison, je vais continuer mon voyage à moto et aller dans ces endroits qu'on connaît peu, ou pas trop. Du coup, j'ai choisi, je prends une carte et je vais commencer à décider
d'aller dans des pays comme le Rwanda, le Bangladesh, le Somaliland. Je vais parcourir une 60aine de pays. Autour, je pense que j'ai passé presque 2 ans et demi sur la selle d'une moto. Et je vais réussir à en faire des documentaires pour essayer de partager comme je peux ce qui va se passer de ces rencontres. Je vais rencontrer vraiment énormément de gens. La moto va m'aider à parler et à discuter de cette thématique de la liberté, parce que ce n'est pas toujours une notion tout à fait simple de dire qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce que c'est ma liberté, qu'est-ce que c'est un moment de liberté. Parfois, j'aurai des réponses très surprenantes. Une fois au Myanmar, il y a une petite dame qui vient près de la moto. Elle fait la taille de ma moto. Elle a un gros cigare en maïs. Et sa nièce qui est à côté d'elle a un grand panier avec son enfant dedans. Et je lui pose la question, c'est quoi la liberté pour toi? Et là, elle éclate de rire. Elle me dit, écoute, moi, la liberté, c'est depuis que mon mari est mort. Ça va beaucoup mieux. Alors, tu vois, mon boulot, c'est ramasser du bois. J'ai une toute petite cahute, mais franchement, c'est la paix. Je fais ce que je veux, et c'est ça, la liberté. Une autre fois, en Ouganda, je vais rencontrer Hélène. Et Hélène, elle me raconte sa vie en me disant, moi, un jour, on m'a battue à mort. Elle n'était pas morte, mais on l'a laissée comme pour morte. Elle était dans un bidonville, c'était la nuit. Elle s'en est remise, elle a guéri et elle a pris une décision. Elle s'est inscrite à un club de boxe. Elle est allée s'entraîner tous les jours dans un monde où il n'y a que des hommes. Au départ, on la regarde un peu de loin. C'est quoi cette fille? Tiens, elle tient le choc. Elle fait ses abdos, elle encaisse les coups. Et finalement, on la respecte. 1 an plus tard, elle retrouve son agresseur. Le chope, elle est prête. Mais là, autour d'elle, tout le monde s'est agglutiné. Et c'est lui qui est un lâche. C'est lui la risée du bidonville. Elle a gagné. Elle n'a plus besoin d'utiliser sa force. Elle est libre. Et maintenant, elle n'a plus peur. Plus peur de se balader dans le bidonville. Elle a gagné sa liberté. C'était ça, sa liberté. Toutes les réponses sont évidemment très, très, très variées. Je crois que la chose la plus importante, c'est que quel que soit le pays où on va, quel que soit le continent, c'est que la liberté, c'est quelque chose qui nous unit tous, qu'on a tous ressenti à un moment donné, ou qu'on n'a pas ressenti à un moment donné. Et que souvent, les gens soit disent « Ah, la liberté, c'est faire ce que je veux », et d'autres disent « La liberté, c'est la responsabilité ». Je pense que l'expérience de Deep Time, qui a été très surprenante pour Jérémy ou pour moi, la grande surprise, c'est vrai que quand on est allé les chercher, au bout de 40 jours, ils étaient tristes. Ils ne voulaient pas sortir. Ils étaient déprimés qu'on aille les sortir. On leur avait volé 10 jours. C'était horrible. Et eux, une des choses qui est ressortie, c'est qu'ils s'étaient sentis libres dans cette grotte. Ils s'étaient sentis libres, enfermés. Pourquoi des gens enfermés? Pourquoi des gens qui sont au Bangladesh, dans des conditions qu'on pourrait qualifier de peut-être inhumaines, peuvent se sentir plus libres que d'autres personnes qui ne le sont pas et qui sont en France et qui peuvent te... Et ça, c'est ce qui m'a le plus frappée et qui m'a le plus interrogée. Et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait davantage, peut-être, essayer de mieux comprendre quels étaient peut-être ces paramètres, de manière peut-être scientifique, je ne sais pas. En tout cas, elle est pour l'instant très empirique. Et de créer une carte interactive avec HAI, notre institut de recherche, pour que tout le monde puisse participer et répondre à cette question de la liberté, sous différents critères peut-être plus... liberté de se déplacer, liberté religieuse, liberté d'aimer peut-être, liberté de pouvoir avoir un passeport, toutes ces questions, et à la fois de dire qu'est-ce que c'est moi, ma liberté dans mes tripes en ce moment. Parce qu'elle bouge tout le temps. Ce qui sera libre
votre liberté d'aujourd'hui ne sera pas la même que celle de demain. Peut-être que quand on change de groupe, peut-être quand on change d'endroit, est-ce qu'en France, est-ce qu'en Ouganda, est-ce qu'avec sa famille, avec son conjoint, avec son chien, dans la montagne, dans le métro, la liberté, elle change. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Et maintenant, c'est à vous de vous poser la question. C'est quoi votre prochain moment de liberté? Merci à vous. Merci Mélusine pour ce vent de liberté que tu as fait souffler pendant quelques minutes. Et pour conclure cette soirée, nous allons accueillir non pas un mais deux invités. C'est pour ça qu'il y a deux micros à la base sur la scène. L'un d'eux est doctorant en sciences du climat, l'autre est agrégé de biochimie. Et tous les deux vont venir nous parler d'une expédition qu'ils ont fait en Antarctique. Ils vont nous parler de la traversée et de comment ça s'est passé sur place. Merci d'applaudir Niels et Baptiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est moi, Baptiste l'agrégé et Niels le doctorant. Nous, on vient vous parler aujourd'hui d'une expédition un petit peu particulière qu'on a menée, qu'on a montée pendant les 4 dernières années et dont on est revenu l'année dernière. En fait, on est parti faire une mission de recherche de 6 mois à peu près en Antarctique. Donc cette mission, c'était vraiment une mission de recherche sur les impacts des humains sur leurs environnements. Et ça s'est fait de façon un peu interdisciplinaire avec des étudiants qui venaient de différents cursus et qui se sont rassemblés sur ce même thème de recherche. C'est une expédition de recherche scientifique, mais c'est aussi une expédition de médiation scientifique et de sensibilisation des jeunes publics, puisqu'on a fait beaucoup de conférences et beaucoup d'interventions pédagogiques dans des classes de tout niveau. Donc on est particulièrement content d'être là ce soir, justement parce que en fait, on est en train de faire un petit peu de la médiation scientifique tous ensemble ce soir. Donc cette expédition de recherche, destination l'Antarctique, et le mode de déplacement, peut-être que Niels, tu peux nous en parler un petit peu. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu les dessous d'une expédition de recherche, du moins ceux qu'on a vécu. Au début, ce voyage venait d'une passion pour les pôles et d'une volonté de s'engager dans de la recherche en lien avec le climat et l'environnement. Et donc, pour faire cette mission, on voulait partir en bateau pour éviter d'avoir un coût carbone trop fort et pour valoriser toute la transatlantique en faisant aussi des prélèvements. Tara, c'était un peu notre modèle quand on a pensé l'expédition, parce qu'on avait lu les livres ou vu les films qui étaient sortis avant. Et donc, on a cherché un bateau pour partir, pour nous accompagner. Mais trouver un bateau pour 6 mois, c'est pas évident. Et donc, on avait même sollicité Tara un peu naïvement, mais bon, c'était pas possible. Et donc, on vient à discuter l'été 2020 avec un capitaine qu'on rencontre. Un capitaine charismatique, beau parleur. Et on vient lui conter l'odyssée qu'on voudrait mener. Il s'appelle Ulysse, c'est un personnage de film, ce capitaine. Et on lui présente le projet, donc partir de France pour aller jusqu'en Antarctique, aménager un bateau, construire un laboratoire. Et le projet lui plaît. Il lui dit, voilà, moi j'ai un bateau, mais j'ai peut-être mieux, j'ai une idée. Je connais un gars, un Norvégien, un vieux Norvégien qui a un baleinier à vendre. On peut l'avoir pour un prix acceptable et dessus on peut construire un laboratoire et on peut l'aménager comme vous voulez. Nous, on se dit, trop chouette, ça, c'est un film en fait, c'est super. Et donc, on achète un baleinier. Il est convoyé de Norvège en août 2020. Et début septembre, il arrive à Douarnenez. Et donc, nous, on commence à faire des allers-retours de Paris, où on fait nos études, jusqu'à Douarnenez, les week-ends, pour travailler avec les marins qui nous aidaient sur aménager le bateau, penser les plans, penser le laboratoire. Et là, mi-octobre, il y a un truc qu'on n'avait pas anticipé, qui est le deuxième confinement. Donc en fait, on ne peut plus faire nos allers-retours en Bretagne. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de travaux à faire. Si on est confiné, ça ne va juste pas être possible. On avait 1 an pour faire ça, mais ça n'allait pas être possible. Ok, on a un baleinier, mais on ne va pas l'utiliser. Plan B, on va prendre le bateau du capitaine avec qui on travaillait. Donc c'est une goélette, mais c'est un vieux gréement. Donc c'est un vieux gréement qui date des années 40, magnifique bateau, et qui est à peu près prêt. Il y a juste à aménager le laboratoire.
Il se trouve que pendant l'hiver, le capitaine décide d'aller faire un aller-retour aux Caraïbes pour aller vendre du rhum de manière plus ou moins déclarée. Et c'est un pirate en fait. En fait, ouais, on s'en est rendu compte un peu tard parce que un marin que l'on connaissait était sur le bateau et sur la transat retour, quand il arrive aux Canaries, il nous appelle et il nous dit changez, c'est pas possible, ne partez pas avec lui. D'accord. Donc on est 3-4 mois avant le départ, on n'a plus de bateau. On avait monté notre projet sur ce bateau, en plus qu'il était chouette. On n'a plus de bateau. Et ouais, c'était un pirate. Mais et du coup, on a cherché encore un 3e bateau. Et là, peut-être que le Covid nous a aidés parce qu'il y a quelques voiliers qui font du charter, du tourisme au niveau du Groenland pour des tout petits bateaux. Donc, et on en trouve un qui accepte, qui n'était pas du coup au Groenland à cause du Covid, qui était bloqué à quai et qui accepte de nous emmener en Antarctique. Donc finalement, on peut enfin mettre en œuvre l'expédition dont on rêvait. Donc ça nous laisse 4 mois pour découvrir le bateau, monter un laboratoire à bord, valider nos protocoles de recherche sur un bateau qui fait une 20aine de mètres et donc de finaliser ces préparatifs. Donc évidemment, c'est une période qui est très 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 chargée. On finit par réussir en octobre 2021 à hisser les voiles et on part du port de Marseille, on part du vieux port pour une direction l'Antarctique. Donc on part avec le sourire aux lèvres, on fait 35 minutes de bateau et on n'a plus du tout le sourire aux lèvres parce que en fait nous de base notre formation c'est une formation de scientifique. Donc ce qu'on a l'habitude de faire c'est être dans un laboratoire très contrôlé, plus ou moins sécurisé, dans lequel on a tout qui ne bouge pas par exemple, c'est assez pratique. Et on a du matériel et on s'assoit à notre paillasse et on manipule tranquillement. Donc sur un bateau, ça marche pas tout à fait comme ça, surtout en Méditerranée quand il y a un peu de vent. Donc on sort, il y a suffisamment de vent pour qu'on soit absolument tous malades dans l'heure. Donc là, on se dit ça risque d'être long, 50 jours de navigation sans escale. Donc la première journée un peu longue c'est vrai, mais finalement on réussit à s'habituer à cette navigation et on réussit à mettre en œuvre nos protocoles, à faire nos prélèvements, donc nos prélèvements d'eau de mer qu'on va filtrer, analyser et tout se passe bien en fait. Finalement tout se passe pas si mal, du moins scientifiquement, parce que humainement c'est pas terrible. En fait c'est tellement pas terrible qu'on embarque 3 marins, on part à un capitaine et 2 marins de... Juste pour contextualiser, avant de partir, le capitaine nous avait dit « ce qui pêche sur un bateau, c'est l'humain ». Donc nous, on s'était dit « mais mince, ça veut dire qu'avec le groupe, on était potes, mais ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble, on va s'engueuler entre nous, c'est pas possible ». Et du coup, on essaie de tout mettre à plat. Donc on est 6 à se connaître du coup assez bien, parce qu'on s'est tous raconté tous nos défauts et toutes nos qualités. On part et on se dit bon bah combien de temps est-ce qu'on va tenir tous les 6, quand est-ce qu'on va s'engueuler entre étudiants et on compte sur les marins pour nous aider. Donc un capitaine, 2 marins, on part de Marseille, on s'arrête à Gibraltar pour déposer un marin qui dit moi c'est insupportable ce capitaine, je peux plus le voir, je refuse de rester sur ce bateau. Donc là on est à 1 semaine de navigation, il nous en reste 7 et on se dit ça risque d'être un petit peu long. Donc ça se passait très 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 mal avec ce capitaine. Du coup ça se passait bien entre nous 6 parce qu'on était un peu soudés dans l'adversité et on arrivait à faire nos protocoles scientifiques. On arrivait à faire nos protocoles scientifiques jusqu'à un petit endroit après l'équateur, dans les mers du Sud, qui s'appelle les 40e rugissants. Donc les 40e rugissants, les 50e hurlants, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Nous, on en avait légèrement entendu parler et on savait que ça risquait d'être un peu plus compliqué. Donc un peu plus compliqué, en fait, il faut imaginer un endroit où, en fait, là il y a la Seine, là il y a le plafond, ça c'est la taille des vagues, donc c'est des creux qui font 8 à 10 mètres, et ça c'est 24 heures sur 24. Donc ça veut dire que le bateau bouge beaucoup trop pour pouvoir faire des prélèvements scientifiques. Donc déjà la partie scientifique, là, on la met de côté sur la fin de la traversée de l'Atlantique. Mais il reste la partie, on peut s'occuper, on peut lire des bouquins, puisque jusqu'au niveau de l'équateur, on arrivait à s'occuper en lisant notamment le bouquin de Mélusine, qui a absolument passionné une des membres de l'expédition. Elle nous en a beaucoup parlé.
Bref, on arrive dans ces mers du Sud et au 40e rugissant. Quand il y a des vagues qui font cette hauteur-là, autant vous dire que lire, c'est pas trop possible. Parce que même pour dormir, en fait, quand on est allongé dans nos cabines, en fait, on s'envole à chaque vague de quelques centimètres. Donc ça fait des discussions un petit peu lunaires où on est en train de sauter et parler en même temps. Et surtout, là, on est à un endroit où l'eau de mer est à 5 degrés. Donc quand l'eau de mer est à 5 degrés, le bateau il est aussi à 5 degrés. Et vu qu'il y avait beaucoup de vagues, beaucoup de roulis, on ne pouvait pas mettre le chauffage. Donc c'est un premier point. Il fait froid, ok, ça bouge, ok, mais heureusement on a des bons repas. Alors on n'a pas des bons repas en fait, parce que le problème des gazinières, c'est que quand il y a beaucoup de roulis et que ça tape un petit peu, on ne peut pas utiliser de gazinière. Donc on a de la soupe déshydratée qu'on met dans de l'eau qu'on tire au robinet. Et l'avantage de cette eau, c'est que en fait, l'eau douce sur un bateau, c'est une denrée un petit peu rare. Elle est stockée dans des citernes. Et ces citernes, pour qu'elles puissent se vider et déverser l'eau dans les canalisations, elles ont un petit trou à leur surface. Donc un petit trou à leur surface qui permet à l'air de rentrer et donc à la citerne de se vider. Oui, mais sauf que quand on a des vagues comme ça, en fait, c'est pas de l'air qui rentre, c'est de l'eau de mer. Donc cette eau, en fait, elle est salée. Donc là, on a de l'eau salée, on n'a pas d'eau chaude, du coup. Mais de toute façon, il n'est pas question de se prendre des douches parce qu'il faut économiser l'eau douce parce qu'on ne peut plus faire tourner le désalinisateur. Donc on est dans une situation qui est un peu compliquée et en fait on finit par se réveiller un matin à 4h30 du matin. C'était pendant ton quart peut-être, parce qu'on faisait des quarts du coup. Et moi je me réveille avec un énorme bruit et je lève la tête et je vois qu'au-dessus de ma bannette il y a un truc qui n'est pas normal, c'est que je vois plus le ciel, je vois un truc blanc. Et en fait ce truc blanc c'est notre voile qui a explosé en vol. Parce que c'était un peu la tempête, quoi. Donc l'arrivée qui était à 2 jours, prévue dans 2 jours à Ushuaia, en fait elle se décale et tous les jours elle se décale et elle se décale et elle se décale et on mettra 10 jours à atteindre Ushuaia où on a enfin pu se reposer sérieusement, réparer le bateau, réparer les dégâts, repréparer nos protocoles scientifiques pour la partie cruciale de cette expédition qui était la partie en Antarctique. Donc, on a déchiré 2 voiles quand même. On a déchiré 2 voiles. En fait, on en a déchiré un peu plus si on compte celles qu'on a recousues puis redéchirées. En tout cas, on a fini par vraiment hisser les voiles cette fois-ci vers l'Antarctique. Donc pour ça, on a passé le Cap Horn. C'est un endroit qui est assez magique parce que quand on ne connaît pas la navigation comme nous, on se retrouve sur un bateau où pour mesurer le niveau de difficulté de navigation, il faut regarder en fait le capitaine et les marins. Et en gros, plus c'est rangé, plus il faut s'inquiéter. Parce que si c'est rangé, ça veut dire que potentiellement on va avoir un besoin vital des outils qui sont rangés. Donc là, avant de faire le Cap Horn, on voit notre capitaine qui range le bateau comme jamais ça n'a été rangé. Donc, voulant un peu détendre l'atmosphère au repas la veille du départ, on se retourne vers le capitaine et on lui dit par rapport au 40e rugissant, au 50e hurlant, ça va bien se passer le passage de Drake qu'on s'apprête à traverser. Et là, il nous regarde très sérieusement et nous dit mais attendez, je crois que vous n'avez pas bien compris dans quoi vous êtes embarqué là. Donc, énorme moment de pression. Donc, finalement, on hisse les voiles, on part. Et on part pour le passage de Drake, qui est réputé comme étant une des mers difficiles, en tout cas c'est ce qu'on en a compris. En fait, on a eu la meilleure météo qu'on a eue sur toute notre traversée, on l'a eu pendant le passage de Drake. Donc finalement, la difficulté n'est pas toujours là où on croit, et on finit par arriver à un endroit où on sait que l'Antarctique s'approche, en tout cas les îles du Roi George, et on s'approche de ça et on voit... à l'horizon, on voit des immenses nuages. Et donc on s'approche de ces nuages un petit peu bizarres. Et ils ont une forme très, très aplatie, ces nuages. Et en fait, en s'approchant, on regarde un peu mieux, on se dit, mais en fait, c'est pas des nuages, ça. Ça, c'est pas des nuages, c'est des glaciers, en fait. Parce qu'en Antarctique, il y a des glaciers qui sont absolument monumentaux et qu'on a découvert à cette occasion-là. Donc, faut bien réaliser que quand on les aperçoit, ils commencent sur notre champ de vision, mais complètement sur notre champ de vision, et on les perd de l'autre côté de notre champ de vision. Et en fait, on perd toute notion de distance et de hauteur. C'est juste colossal.
Donc c'est vraiment quelque chose de très impressionnant, mais nous on sait qu'on arrive ici avec un but, c'est de faire notre science en fait, chacun faire nos protocoles. Et donc on apprend à gérer les descentes sur le terrain, le fait de devoir faire des prélèvements en journée, puis conditionner les échantillons dans la nuit. Parce que quand on descend sur le terrain, on a besoin de l'aide des autres, on a besoin de s'entraider tous. Et donc on se retrouve dans ces situations où on collabore tous, on apprend à découvrir les protocoles des autres, parce que quand on est dans une discipline, on a parfois un petit peu des œillères, qui là sont un peu abolies. Et on finit par arriver sur la base scientifique où on devait déposer Niels et Margot. Donc mon protocole et celui de Margot, qui était sociologue sur le bateau, devait se faire au niveau d'une base. Et donc le point le plus au sud qu'on a atteint, c'était au niveau de la base, la station de recherche Vernadsky, qui est une base ukrainienne. Donc on arrive début janvier au niveau de cette base. Donc on est déposé sur la base. Là on se quitte. Pour la première fois depuis des mois, on se sépare complètement. Et on est laissé, Margot et moi, sur cette base qui est sur une petite île qui fait 1 km de diamètre à peu près. Au milieu des flots de banquise, et au loin, à 10 km, il y a les montagnes de l'Antarctique du continent. Donc là, les jours passent, donc on commence à découvrir, tous les chercheurs et les scientifiques ukrainiens nous accueillent, nous présentent leur culture, on a été extrêmement bien accueillis. Quand on travaille dans un milieu aussi isolé, il y a une chose importante, surtout parfois sur une durée importante, c'est la convivialité au sein d'une base. Et pour ça, il y avait des moments conviviaux qui étaient maintenus, qui étaient imposés presque par le chef de base pour créer du lien entre les gens. Parce qu'on a tendance en fait à s'isoler, peut-être un peu comme ce que vous avez observé dans la grotte, à s'isoler. Et en fait, pour maintenir sur une durée d'1 an dans des conditions rudes, il faut maintenir ce lien. Et donc il y avait un sauna qui avait été construit dans les années 60, une petite cabane au milieu de la colline Manchot. On allait ensuite, on se baignait dans la mer. Il y avait le samedi soir des moments un peu des festins qui étaient organisés où chaque Ukrainien et chaque personne sur la base en fait levait un toast avec de la vodka qui distillait sur la base. Et donc on trinquait. Le premier repas était difficile à encaisser pour Margot et moi. Et voilà. Et donc tous les jours passent. Et donc moi je prélevais de la pluie ou de la neige. Et donc quand c'était la journée c'était pratique, mais ça pouvait arriver la nuit. Et donc une nuit, je fais mon prélèvement, et vers 2-3 heures du matin, je rentre dans la base. Alors normalement, il n'y a personne, il y a juste la personne qui est chargée de veille. Mais là, je rentre dans le couloir, et il y a 10-15 personnes qui sont là. Et l'ambiance est très très particulière. C'était la nuit du 23 au 24 février, et je m'avance dans le couloir pour savoir ce qui se passe. Et là, Yann, un des jeunes Ukrainiens qui était là, me dit « On vient de se faire attaquer ». Donc c'était le début de la guerre. Donc là, l'ambiance sur la base change radicalement. Et on entre dans une sorte de paradoxe absolu avec, à l'extérieur de la base, quand on ouvre cette énorme porte blindée qui nous permet de nous protéger de l'extérieur, qu'on arrive dehors, c'est le seul bruit qu'on entend, c'est les vagues, le vent et les manchots, des immenses paysages blancs. Vraiment, on sent qu'on est éloigné de tout. Et quand on entre dans la base, on a la télé ukrainienne qui diffuse des images jour et nuit. Tous les scientifiques qui maintenaient leur travail, mais la nuit, ou quand ils avaient du temps libre, étaient avec leur famille au téléphone pour essayer ils venaient de Kiev, de Kharkiv, d'Odessa, leurs amis, ou d'aider leurs amis ou leur famille à fuir les zones qui étaient bombardées à ce moment-là. Et alors là, ça a été comme ça pendant plusieurs semaines. C'était assez impressionnant la stoïcité qu'ils ont eue, malgré le contexte hyper difficile, parce qu'on a un sentiment d'impuissance qui est infini. Et avec Margot, nous, on essayait de trouver notre place au milieu de cette base, sachant qu'on ne voulait pas être présent, enfin pas trop être présent, et en même temps être présent quand ils avaient besoin. Donc voilà, c'était essayer de trouver notre place. Et ensuite, début mars, est venue la question de comment on repart. Parce que le bateau, évidemment, était reparti, et donc on devait trouver un moyen. Alors, il y avait un brise-glace ukrainien qui pouvait nous aider, nous faire repartir, mais dans le contexte de la guerre, c'était juste plus imaginable qu'on attende, il y avait trop d'incertitudes dans tous les sens. Et en fait, notre départ et leur départ aussi, parce qu'ils font des rotations une fois par an. Donc le brise-glace était parti depuis 3 mois d'Odessa, et devait arriver donc, en avril à la base, mais devait surtout récupérer les nouveaux hivernants qui avaient été sélectionnés au préalable et qui prenaient l'avion jusqu'à Punta Arenas et pour faire la rotation. Sauf qu'au milieu de la guerre, les hivernants étaient répartis à l'est, à l'ouest de l'Ukraine, partout. Et donc, pendant plusieurs jours, la question c'était est-ce que les scientifiques ukrainiens vont devoir enchaîner une 2e année consécutive sur place, sachant que les conditions sont quand même rudes. Nous, on les quitte début mars, donc on fait du bateau stop, littéralement.
on trouve un voilier qui nous récupère, Margot et moi, et un Ukrainien qui avait fini son protocole et qui voulait partir pour s'engager. Et on part. On apprend quelques semaines plus tard que la rotation a réussi à être faite. Donc la logistique ukrainienne a réussi à envoyer tous les Ukrainiens, la nouvelle mission, pour faire la rotation dans la base. Sachant que cette base, elle a un poids très particulier pour l'Ukraine parce que c'est leur moyen de s'affirmer sur la scène de la recherche polaire. Et si les scientifiques partaient de la base sans qu'elle soit sans rotation, la base ne pouvait pas réouvrir parce que dans des conditions aussi froides, une base, si on la ferme, on la réouvre pas. Et ils ont réussi à maintenir la rotation. Voilà. Peut-être pour conclure, je dirais que sur l'expédition en général, en fait, on a beau prévoir plein de scénarios différents. En fait, on sera toujours confronté à de nouveaux scénarios. Et c'est peut-être cette gestion de l'imprévu qui est le plus difficile. Et peut-être le dernier point, c'est que même si on établit un protocole hyper strict, il y a une partie humaine qui est complètement indissociable de ce protocole. Et donc, oui, c'est ça. C'est que la recherche, même si c'est un protocole scientifique très rigoureux, c'est humain. Et on ne peut pas dissocier les deux. Et je pense que ça vient en écho avec ce que tout le monde a dit en fait ce soir. Tous les 7, en fait, c'est exactement ça qu'on a essayé de vous transmettre. C'est cette idée que dans ces projets, dans ces expéditions, dans ces aventures, ce qui compte vraiment, ce qui compte fondamentalement, c'est le rapport qu'on va avoir avec les autres êtres humains qu'on va rencontrer ou avec qui on va partir. Et ce rapport-là, avoir en tête que c'est très important pour des gens qui partent en expédition au bout du monde, peut-être que vous aussi, ça vous permettra de vous rappeler que, en fait, pour tout le monde, c'est très important. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ces histoires. Moi, j'étais dans le film, là, entre le capitaine pirate, les voiles qui explosent, la guerre. C'était énorme. Cette soirée touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre écoute. J'espère que ces histoires vous auront fait voyager, qu'elles vous auront fait réfléchir, qu'elles vous auront fait rêver et peut-être même qu'elles vous auront donné envie, vous aussi, de vivre une expédition, de vivre une aventure. Donc, encore merci pour votre écoute et merci à nos narrateurs. Philippe, là vous applaudissez. Aliénor, Mélusine, Jérémy, Baptiste et Nils. Merci beaucoup. Et je m'adresse à Virginie si elle est là. Est-ce que Virginie est là? Oui, non? Non, elle est partie. C'était juste pour savoir si on avait un peu de temps peut-être pour des questions éventuellement. C'était pas prévu à la base, mais c'est possible? On pourra faire quelques-unes. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Je vais aller aussi loin que le film le permet. C'est-à-dire là, à peu près. Bonsoir, j'ai une question pour la grotte. Comment est-ce que vous savez combien de temps il dormait? En fait, c'était très variable. Alors, la question était donc... Pardon? Oui. Alors, en fait, donc ils avaient deux outils. On avait deux outils en fait pour savoir, pour mesurer en fait le temps de sommeil, le temps d'éveil. Le premier, c'est donc un actimètre qu'ils ont au poignet, donc qui permet de savoir en fait quelle station ils sont. Est-ce qu'ils sont assis, couchés, debout? Et puis ensuite, ils avaient donc un petit appareil électronique sur lequel il n'y a pas d'heure, c'est-à-dire qu'on a enlevé le système de comptage d'heures, mais par contre dans l'horloge interne de l'outil de l'appareil, ça y est. Donc en fait, quand ils vont se coucher, ils appuient sur un bouton, ils disent je vais me coucher. Quand ils se réveillent, voilà. Alors après, quand ils sont sortis, on leur a dit est-ce que vous avez eu l'impression de faire des siestes? Ah non, moi jamais, j'ai jamais fait de sieste. J'allais me coucher, je dormais, puis je me réveillais. Puis alors quand on regarde, parfois, en moins de 24 heures, ils se sont couchés 2 voire 3 fois, et à chaque fois, ils ont dormi 5 ou 6 heures. Donc, je ne sais pas ce qu'on appelle une sieste, pas une sieste, mais voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a mesuré, effectivement. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Alors, je pense que comme beaucoup ici, on a tous envie de faire nos valises et de partir en expédition scientifique demain. Du coup, et j'étais assez étonnée d'apprendre qu'on peut aussi partir sur le bénévolat. Et en fait, je voulais savoir un peu comment ça se passait, quel protocole suivre, etc. Oui, en fait, c'est une porte d'entrée qui est très intéressante parce que d'une part, les expéditions
vu que c'est pas un métier, comme on le disait, et que c'est pas une activité non plus facile à mettre en place, c'est très complexe. En fait, une expédition, il y a 36 définitions, il y a des poètes et des philosophes qui pourront vous étaler plein de... et j'adore écouter leurs définitions, mais pour moi, c'est avant tout un voyage compliqué. Et à partir du moment où c'est compliqué, pour le mettre en place, on a besoin de ressources des fois un petit peu extérieures, notamment financières, mais aussi en termes de mains et de yeux pour aider les chercheurs à faire leur travail ou autre. Et c'est pour ça que le bénévolat et le volontariat, ou l'éco-volontariat, est souvent bien accepté dans des programmes d'expédition. Et là, quand vous avez des ONG qui proposent justement des expéditions qui ont besoin de soutien à la fois financier, mais aussi sur le terrain, c'est la meilleure façon de découvrir, de mettre un pied dans l'expédition. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut vraiment, si vous avez envie d'aller plus loin, faire son chemin un petit peu dans les expéditions. C'est parce que quand vous êtes dedans, vous rencontrez les gens, un petit peu comme je disais, en fait, quand on est vraiment confronté au terrain et qu'on est face à des gens qui sont aussi confrontés au terrain, ils ont beau être expérimentés, directeurs de recherche ou autre, tout le monde est nu, tout le monde est libre, tout le monde est nouveau un petit peu dans ce terrain-là. Et les liens se font beaucoup plus forts, les amitiés se créent beaucoup plus intensément. Et ça permet peut-être, pourquoi pas, de rebondir sur d'autres projets et de rencontrer les bonnes personnes qui vont progressivement vous mettre dans des rangs comme pour Jérémy et moi. En fait, à la base, on a commencé dans la logistique. Et c'est un petit peu comme ça, en fait. Donc la porte d'entrée, qui est le bénévolat ou le volontariat, je la recommande très, très fortement. Ouais. Je repense au poêle à gratter dont tu parlais tout à l'heure. Là, c'est un truc... qu'on peut trouver chez nous. Je veux dire, est-ce que cette matière-là est importée d'une manière ou d'une autre en Europe ? Alors je sais que c'est vachement étudié pour la médecine, mais ça ressemble à une sorte de haricot magique. Là, c'est une gousse toute velue, avec des poils en silicium, d'ailleurs, je crois que c'est. Et ça s'appelle quelque chose comme le masquite, le pois mascate, quelque chose comme ça, mais voilà, ou le takil en malgache. Et je crois qu'on le trouve dans d'autres régions aux alentours les îles Vanille. Là, peut-être à La Réunion, je ne crois pas en avoir entendu parler, mais peut-être à Mayotte ou dans les Comores. Et ailleurs, dans d'autres parties du monde, je sais, il doit y avoir d'autres poils à gratter, mais en tout cas, celui-là, il est farouche. C'est intolérable. Tu l'as testé toi-même ? Oui. Et vraiment, il faut se mettre sur le feu, se brûler la peau pour arrêter le prurit et puis pour brûler ces sortes de poils de filaments en silicium. Ah ouais. C'est plus agréable de brûler que de subir. Exactement. Wow. Jusqu'à ce que les poils brûlent, brûler ses vêtements, c'est la seule solution. Ouais. Ok. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Oui. Merci. Moi, j'ai une question par rapport au financement, parce que la dernière histoire que vous avez racontée, vous avez dit que vous avez acheté un baleinier, mais je sais pas, les doctorants, ils gagnent pas non plus 14 000 balles par mois. Et du coup, je comprends pas du tout en termes logistiques, financières, comment vous avez fait pour convaincre des gens de vous donner des sous pour partir alors que vous étiez pas marin. Je comprends pas. Donc, j'aimerais bien des explications. Alors, pour le baleinier, il n'était pas si cher que ça. Et en fait, non, plus sérieusement, pour l'expédition, on a mis 3 ans à lever des fonds, fonds privés, fonds publics, crowdfunding. Enfin, ça a été vraiment un travail quasiment de temps plein pendant 3 ans. 3 ans aussi pour découvrir un peu la logistique d'une expédition, et ensuite 1 an à temps plein pour trouver des partenaires financiers. Donc ça a été un travail énorme en fait. On n'a pas parlé de ça, mais ça a été une partie intégrante de l'expédition quand même. Ah oui, moi j'avais une autre question. Donc vous n'aviez pas d'expérience en navigation avant l'expédition, c'est ça ? Et vous avez navigué sur les mers les plus violentes, les plus dangereuses qui existent, puisque voilà, les 40e rugissants, le Cap Horn, c'est vraiment réputé pour être les mers les plus compliquées à naviguer. Donc est-ce que c'est de l'inconscience de votre part, ou est-ce que vous vous êtes dit, on verra bien, quoi, on verra bien sur place Alors, déjà, on était jeunes l'année dernière. Non, honnêtement... c'est des zones qui sont réputées dangereuses par leur histoire, où il y a eu beaucoup de naufrages, etc. Et c'est des zones où il faut être bien accompagné.
Le capitaine avec qui on est parti, c'est une zone où pendant une des traversées autour du monde qu'il a fait naufrage. Donc on savait qu'on partait avec des gens qui ont l'expérience de la difficulté, qui savent comment ça se passe, quand ça se passe mal. Et en fait, nous, on est parti avec en tête nos protocoles scientifiques, notre travail scientifique et les aspects de sécurité. On savait qu'il y avait ces marins pour les gérer. Et les aspects de sécurité en Antarctique, on est allé en Antarctique avec un guide de haute montagne qui était là pour gérer ces aspects de sécurité. On a eu des formations, ils nous ont expliqué ce qu'il fallait faire, comment faire, etc. Et on n'a pas foncé tête baissée non plus. Mais c'est vrai que, en fait, on n'est jamais parfaitement prêt dans des expéditions. On travaille juste la sécurité pour arriver au point où on a le moins de risques possible. Et nous, on a atteint ce point-là en se basant surtout sur l'accompagnement de ce capitaine et de ces marins qui avaient l'habitude des mers polaires, quoi. Ok. Mais, enfin, moi, je trouve que vraiment la performance est quand même assez exceptionnelle parce que vous partez un peu comme des novices absolus de la navigation et vous commencez directement par le plus dur, quoi. Donc là, maintenant, vous devez être vacciné, vous devez être vraiment préparé à tout ce que la mer peut vous envoyer, là. En fait, surtout, normalement, au début, on voulait faire plusieurs escales, notamment une escale au Brésil et aux Canaries potentiellement. Et en fait, à cause du Covid, une escale, c'était 2 semaines de quarantaine systématique. Donc en fait, en termes de temps, on pouvait même plus faire d'escale. Et donc ça aussi, c'était un élément qui était dur. C'était qu'en fait, c'était 50 jours non-stop sans escale. Et juste pour finir sur le capitaine, humainement, c'était très très compliqué. Mais c'est un marin de génie qui a fait des courses au large. Et du coup, à ce niveau-là, on avait 100% confiance en ses capacités de marin. Et le pirate, c'est celui qui vous a fait acheter le baleinier, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Okay. Qui est toujours à Lorient actuellement. Ouais, on vend un baleinier d'ailleurs. Si Combien vous le vendez ? C'est indiscret, vous demandez le prix d'un baleinier ? On le vend au prix auquel on l'a acheté, qui est 12 000 €. Ah, ok, ouais, c'est pas énorme. Hein. Moins qu'une bagnole d'occasion. Il y a un petit peu de travaux à faire quand même, il prend un peu l'eau. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Alors, des eaux, je vais retourner aux grottes. Déjà, merci pour tous ces récits. J'avais une question liée, enfin deux en fait, mais on verra le temps qu'on a. Bref, la première, c'est donc vous avez trouvé, je sais plus, une quinzaine, vingtaine, j'avoue, j'ai oublié le nombre de personnes pour rester dans une grotte pendant 40 jours. Vous les avez trouvées où ? Ça rejoint un petit peu les questions d'avant finalement, mais dans un domaine un peu différent. Et une deuxième question, mais qui est sur l'après, pas sur l'avant cette fois. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'ils ne voulaient pas partir, qu'ils voulaient vraiment rester entre eux. Ça s'est passé comment concrètement ? Non. Est-ce que vous avez dit d'accord, ok, restez, il n'y a pas de problème ? Ou est-ce qu'ils ont quand même vraiment dû partir ? Et est-ce qu'ils sont restés entre eux derrière ? Enfin, ça s'est passé comment après en fait ? Donc pour répondre à la première question, donc nous en tant qu'institut de recherche indépendant, en fait, on mène des missions régulièrement. Depuis 8 ans, on en a monté plus d'une dizaine. Donc, en fait, on est en permanence en recherche en fait, d'équipières et d'équipiers. Alors, ce sont tous des bénévoles, des volontaires pour la science, qui viennent volontairement participer à un projet scientifique. Et donc, ils viennent donner de leur temps, parce que voilà, ça peut 40 jours, il y a aussi un petit peu de préparation avant, il y a du temps après, etc. Donc, voilà. Après, on fait des sélections parmi les gens qui postulent, qui candidatent, et on essaye de constituer des groupes relativement représentatifs de la société aujourd'hui. Avec évidemment toujours un biais important qui est motivationnel, parce que les gens qui viennent, on ne les force pas à venir, ils viennent parce qu'ils avaient envie. On a déjà réfléchi à des gens, les forcer, mais c'est un peu plus compliqué. Éthiquement, c'est limite. Pour répondre à la deuxième question, alors effectivement, il y avait cette envie de rester, de poursuivre cette expérience et cette expédition, parce qu'ils y ont trouvé un énorme sentiment de liberté. Alors on parle encore une fois en général, il faudrait demander à chacun son sentiment, etc. Ce qu'on a fait, hein, qui est documenté et sur lequel on travaille, mais là on généralise un petit peu. D'abord, c'est très variable parce que en fait, dès le lendemain, ils étaient dehors. Ils sont sortis de cette grotte parce qu'il n'y avait pas le choix. On n'allait pas les laisser là-bas. À un moment donné, ils n'auraient plus de nourriture non plus aussi. Donc, on s'est dit, là aussi, c'était pas très éthique. Et je pense que la faim les aurait fait sortir parce que. Et donc, ça a été très variable. Il y a des gens qui, quasiment 48 heures après, étaient au travail, avaient retrouvé leur quotidien.
C'était une parenthèse, ils ont fermé la parenthèse, ils sont passés à autre chose, ou parce qu'ils avaient envie et besoin de retrouver un rythme, un quotidien, etc. D'autres ont mis 2 semaines, 3 semaines, d'autres 6 mois. Voilà, c'est très variable dans le temps de réadaptation. Et dans nos travaux, en fait, justement, sur l'adaptation, aujourd'hui, on se rend compte que le moment de crise, un petit peu, alors là, on ne peut pas parler vraiment de crise, mais le moment d'engagement fort et d'adversité qu'ils ont dû vivre, etc., finalement, est peut-être pas si difficile que ça, parce qu'on est justement dans cette adversité, on se soude, on travaille ensemble et on va coopérer, on va être solidaires. En revanche, la réadaptation après, elle est compliquée, elle est difficile. C'est-à-dire que la phase post-crise, finalement, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place, qui demande de l'accompagnement, qui demande du suivi, qui demande tout un travail de réadaptation. Et voilà. Et après, c'est plus facile pour certains que pour d'autres. Ouais, je rajouterais qu'ils pleuraient pour certains. Vraiment, quand on est arrivé, ils étaient sidérés. Certains ont pleuré, ils n'avaient pas du tout envie de sortir. Mais qu'au moment où ils ont passé la grille et qu'ils ont vu le soleil, je pense qu'ils étaient heureux en fait de retrouver la lumière du jour. Par contre, tout ce qui est mail, internet, nouvelles, dont ils avaient été coupés pendant 40 jours, a été très oppressant pour eux. Et il a fallu du temps pour se remettre dans la réalité. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question? Non, oui, au fond. Merci beaucoup. J'avais juste une petite question sur l'après. Je suis assez fasciné par le fait que vous puissiez vivre des expériences très fortes et revenir après justement avec les mails, etc. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes les premiers jours après être revenu d'une expédition comme ça? Quel est votre feeling? Comment vous voyez le monde, les choses, etc. Moi, après 1 mois et demi quand même au Brésil, revenir en octobre à Paris, puis aussi après Salvador de Bahia, qui est vraiment une ville extrêmement colérée, où les gens sont super exubérants, super colorés, de revenir au final au noir et au gris, qui sont quand même les principales couleurs de Paris en octobre. C'était un peu dur à ce niveau-là, de sortir de cet environnement humain où en fait on est tout le temps les uns avec les autres, on vit par deux en cabine. En fait, on crée vraiment des relations humaines à chaque fois super fortes, et c'est ça qui est trop passionnant et c'est ça qui est trop fascinant. En fait, c'est vraiment ce que tu crées pendant un embarquement, et c'est aussi ce que je vois de mon point de vue de logisticienne des coulisses, parce que je suis un peu à l'écoute de toutes les histoires quand les personnes reviennent d'embarquement. C'est vraiment les relations humaines à chaque fois à bord de Tara. Donc, un temps d'adaptation pas forcément simple, un temps d'hésitation. On se dit, c'est cool les coulisses, mais finalement, c'est pas mal aussi d'être à bord. J'ai pas du tout la formation pour. Comment est-ce que je pourrais faire un petit pas d'escroc et arriver à embarquer plus souvent? Mais finalement, on retrouve quand même cet équilibre aussi. Moi, dans mon métier, je vais quand même souvent voir Tara en escale. Donc, ça me permet un peu de sortir de ce quotidien plus de bureau, donc ça permet de garder un équilibre aussi sur la durée, donc ça va, je m'en sors pas mal finalement. Oui, je vais rajouter un petit truc, parce que c'est vrai qu'il y a un après qui dure pas trop longtemps, mais il y a une certaine période de flottement en fait qui est vachement intéressante. On est un peu sur un petit nuage, et moi perso j'aime bien pas faire durer ça, mais en tout cas donner un petit peu d'importance, parce que on réapprend tout plein de petits détails du quotidien qui sont faramineux quand on revient d'expé, comme juste ouvrir le robinet d'eau. Quand on tourne vers le rouge, oh putain, c'est de l'eau chaude. Ou se reglisser dans des draps propres et frais, avec un lit moelleux. Et ça, c'est absolument inouï. Même rouler sur tu l'as dû bien le ressentir, sur du goudron bien lisse et tout, avec des grandes routes. C'est des choses assez hallucinantes. Et on aurait tendance à l'effacer, à l'oublier pour vite se remettre un petit peu dans le bain. Mais si on donne un peu d'importance à ça, on redécouvre la saveur des tout petites choses du quotidien qu'on a oubliées et qui nous manquaient en fait en expédition. Qui nous manquaient. On s'en rendait pas vraiment compte, mais quand on le redécouvre, on a souvent tendance à dire c'est surtout la nourriture qui nous manque. Moi, c'est pas des plats super sophistiqués qui me manquent, c'est juste une salade verte. Ça, c'est parce que c'est vrai que dans l'expédition, les légumes frais, la fraîcheur, c'est assez dur. On est souvent avec des plats lyophilisés ou alors
des boîtes de conserve, enfin, des choses qui pas vraiment du frais. Donc voilà, il y a quelques petits instants comme ça que moi j'essaie de laisser, enfin, de profiter au maximum cette petite période de flottement avec des petits détails comme ça qui sont désirables et qui rendent voilà, le moment un petit peu magique, quoi. Bon, bah, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous remercier à nouveau pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée. À bientôt. Merci.